Après l'indépendance, j'ai voulu renouer avec l'Algérie pour voir l'Algérie différemment. Et effectivement, j'ai noué avec l'Algérie des rapports avec des gens qui auraient peut-être été des combattants de l'autre côté, si vous voulez, qui ont peut-être des assassinats sur les mains. Mais vous voyez bien que le contexte... qui ont assassiné aussi des Français, etc. Voilà, c'est ça. Donc on voit bien que le contexte, si vous voulez, on est obligé de le prendre en compte. Le fait qu'un garçon soit un peu viril, un peu dur, qu'il soit un peu fort, en effet, ce petit côté bagarreur. Alors, je ne vais pas vanter les bagarres de cours de récréation, c'est pas ça un homme, mais on voit que c'est mis de côté, c'est dénoncé, et il faut en effet sortir ces espèces de... Il faut être un peu mou, il faut être un peu doux, il faut être un peu faible. Et ça, je pense que c'est mauvais. Redites-moi des choses tendres, votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre, pourvu que toujours vous me répétiez ces mots suprêmes. Ben, le bar de l'Omerta, il y a du monde aujourd'hui, hein, c'est pas mal. Jean-Luc. Allez. C'est bien. Tatiana est là, bonjour. My favorite drink. Merci. Ben écoutez, tellement heureux de vous retrouver, comme tous les dimanches, et puis après les dimanches, on reste. On appelle ça le dernier verre, en fait, vous savez bien, ce ne sera jamais le dernier verre, jamais. Il n'y aura jamais de dernier verre. Il y aura le verre de l'amitié, le verre de l'amour, le verre de la fraternité, le verre de la tendresse qu'on prend. On peut, comme vous le savez ici, manger, boire, avec modération, bien sûr, fumer, avec modération, bien sûr, mais le faire, et puis recevoir des gens. Eh bien, vous savez, parce que ça fait peut-être la 10e émission maintenant qu'on fait ça, et vous savez que ce sont des gens, justement, qui ont beaucoup de choses à dire et qui en parlent bien. Nous, c'est pas un bar simplement pour passer un moment donné. C'est très bien les brefs de comptoir. Nous, non. Ce sont des longues de comptoir, mais des longues qui ont du sens. Et c'est pour ça qu'on est très heureux. Alors d'accueillir, eh bien écoutez, je vais faire ça à ma gauche, n'y voyez aucune connotation politique, Fanny Nussbaum, qui est docteur en psychologie, qui est chercheur associé en psychologie et neurosciences à l'Université de Lyon. Et elle a écrit un livre, je dois dire, qui est un livre assez remarquable. Non seulement remarquable, mais il va à rebrousse-poil. C'est très rare, des livres à rebrousse-poil, il n'y en a pas tellement. Et elle, elle dit, on en a marre de l'humanisme. Ça suffit, la dictature de l'humanisme. Quel humanisme? On va en parler avec elle. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonsoir plutôt, bien Bonsoir, sûr. Mais, André. Et puis, à ma droite, encore une fois, aucune connotation politique. Pierre Conessa, on le connaît. Vous le connaissez bien ici à Omerta. Je le reçois aussi à Sud Radio. Il est partout, il est l'ancien haut fonctionnaire. Et il a écrit, lui, je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas ce qu'il a voulu dire avec Dr Saoud et Mr Djihad. Apparemment, on va le savoir parce qu'on a eu très récemment la visite, effectivement, de MBS, Mohamed Ben Salman, qui est à Paris. Et puis surtout, il parle de la diplomatie, il parle de géopolitique, et il parle, c'est son plus récent bouquin, Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel. Moi, je savais qu'il y avait un complexe militaro-industriel, Eisenhower, hein, on avait parlé dans les années 50, non. Le complexe militaro-intellectuel, donc, si je comprends bien Pierre Conessa, il y a des idées qui tuent, on va en parler. Et puis, Philippe Erlin. Alors, Philippe Erlin, qui est économiste au CNAM, et il a écrit Le pouvoir d'achat du grand mensonge, Bitcoin, comprendre et investir. Alors, on ne sait plus. Moi, je veux dire, je suis totalement perdu dans le Bitcoin. Des gens me disent, mais t'es un crétin si t'as pas encore des Bitcoins, tu as gâché ta vie. C'est comme la Rolex, vous savez, cher à Seguela. Et puis, je suis très heureux de recevoir aussi Nicolas Birkovitch, et qui est responsable de l'humanitaire, qui travaille dans l'humanitaire depuis 2006 et qui revient, je crois, récemment d'Ukraine.
Et il s'est occupé de l'association Kosovo, Solidarité Kosovo, et il parle beaucoup de cette guerre qui n'en finit pas de finir, cette guerre qui fait, hélas, des milliers et des milliers de morts. C'est le sort de beaucoup de guerres, hein, parce qu'on parle beaucoup plus de celle-là, parce que c'est pas loin de chez nous. Mais depuis des années, depuis toujours, il y a eu des guerres extrêmement importantes, terribles. On va en parler, et puis on va en parler avec vous tous. Parce que nous, on est là, et sachez-le, vous vous abonnez à la chaîne Omerta. Vous êtes avec nous, et toutes les semaines, on est là pour boire, pour écouter de la musique de Jean-Luc Andiotti, formidable pianiste, et puis pour décrypter. Comment va le monde, monsieur ? Il tourne, monsieur. Et comment on l'analyse, ce monde ? Eh bien, on va essayer d'en faire, et que vous ne perdiez pas votre temps, et vous le savez, et vous nous le dites tout le temps, que vous ne le perdez pas, en étant avec nous au dernier verre. Alors, je vais peut-être commencer par Fanny Nussbaum, parce que vous m'avez dit, on s'était parlé au téléphone, et à Sud Radio, vous m'avez dit, ben moi, je discute avec tout le monde, y compris, j'ai des amis racistes. C'est intéressant, parce que vous dites, j'ai des amis racistes, comme on dit, j'ai des amis juifs, ou des amis arabes, ou des amis chinois. Alors expliquez-moi, parce que beaucoup de gens, ils vont se choquer, ils disent comment on pouvait serrer la main à un raciste. J'ai vu ça d'ailleurs dans quelques plateaux de télévision. Je peux même faire plus que lui serrer la main, je peux l'embrasser, le traiter vraiment Carrément. comme un ami. Et, alors expliquez. En fait, je crois qu'aujourd'hui, on se gargarise d'accepter la différence de l'autre. Et je trouve qu'aujourd'hui, justement, cette sorte de snobisme qu'on avait autrefois de dire j'ai un ami noir, j'ai un ami arabe, aujourd'hui, bon, je veux dire, avoir un ami noir ou un ami arabe, à moins d'être vraiment le dernier des abrutis, ça n'a rien d'extraordinaire et oui, dont on puisse se vanter. Voilà. Mais je crois que à l'heure où on n'arrête pas de nous parler d'acceptation de la différence, je pense que accepter la différence en une personne qui a des idées racistes, et puis il faudrait s'entendre déjà sur ce que c'est qu'un raciste, parce que beaucoup de gens qu'on qualifie de racistes ne sont pas du tout d'accord avec ça. Ils disent simplement je voudrais que l'immigration soit régulée, etc. Donc, mais admettons qu'on soit d'accord sur ce terme-là, c'est quelqu'un qui pense différemment de moi, et si justement je prône l'acceptation de la différence de l'autre, alors je dois accepter d'avoir un ami raciste, et puis c'est pas à moi d'aller juger si c'est quelqu'un de bien ou de pas bien. Je juge seulement que c'est un bon ami pour moi ou pas un bon ami pour moi. Si c'est un bon ami pour moi, je n'ai rien à faire qu'il ait des démêlés avec la justice ou qu'il soit raciste. Vous allez jusqu'à dire, c'était un peu ce que disait Alain Delon, en définissant l'amitié, je ne dis pas que c'est une référence, mais enfin il disait, moi un ami c'est quelqu'un qui me téléphone, qui me dit qu'il a commis un meurtre, eh ben je l'abriterai. Est-ce que vous allez jusque-là ? En réalité, je ne sais pas. Je pourrais, ça dépend. Si c'est un ami vraiment intime, je pense que oui. En tout cas, s'il me disait qu'il avait tué quelqu'un et que c'était un ami, alors je crois que... Vous ne le dénoncerez pas, en tout cas. Vous ne savez pas. Non, oui, je pense que je le dénoncerai. Voilà, a priori, tel que je me connais, je pense que je ne le dénoncerai pas. Et je pense aussi que je le garderai ami pour la vie. Par exemple, ce qui s'est passé il y a quelques mois avec Pierre Palmade, que je ne connais pas du tout, mais j'ai vu que tous ses amis se sont détournés de lui. Je me dis que eux ont beaucoup plus de honte à porter sur eux que Pierre Palmade. Pierre Palmade, il a fait ce qu'il a fait, mais... Ouais. Alors ça, c'est intéressant. Pierre Conessa, vous avez un peu la même définition de l'amitié, ou vous, quelqu'un qui aurait des idées extrêmement différentes des vôtres, hein, même pas seulement raciste ou pas raciste, mettons quelqu'un qui est vraiment aux antipodes de ce que vous pensez, mais qui est quelqu'un qui est un ami depuis longtemps, etc. Moi, je renverserais un peu la perspective, c'est-à-dire si j'estime que l'homme a des qualités, effectivement, ensuite, on examine les idées. C'est-à-dire que la base de l'amitié, c'est quand même d'avoir trouvé chez l'autre quelque chose qui sont des valeurs humaines, qui feront que ce même raciste ira sauver un type qui est en train de se noyer, mais en se demandant s'il est noir ou jaune. Enfin bon. Donc, la réaction est un peu différente de la vôtre, mais fondamentalement, ça ne veut pas dire qu'on accepte le racisme. Ça veut dire qu'on va le garder comme ami pour pouvoir le convaincre que la démarche est probablement fausse, quoi. Mais oui, mais en même temps... C'est intéressant, parce que, mais si il n'est pas convaincu, vous n'abandonnerez pas votre amitié.
À supposer, je prends un exemple, c'est intéressant. Je veux dire, bon, écoutez, moi, ce sont mes idées, ce sont les tiennes. Mais en fait, on se connaît depuis longtemps, ou pas depuis longtemps. On s'estime humainement. Est-ce que c'est quelque chose qui, quand même, à un moment donné, ferait barrage ou pas? Vous savez, je suis né en Algérie dans un milieu pied noir à l'époque de la colonisation. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de racisme institutionnel, puisqu'il y avait deux statuts différents. Il y avait les Français et les autres. Et effectivement, au fur et à mesure que la guerre avançait, si vous voulez, cette formalisation du racisme ou de la différenciation allait en s'accentuant. Puisqu'il y avait des ratonnades, il y avait des choses comme ça. Bon. Après, effectivement, après l'indépendance, j'ai voulu renouer avec l'Algérie pour voir l'Algérie différemment. Et effectivement, j'ai noué avec l'Algérie des rapports avec des gens qui auraient peut-être été des combattants de l'autre côté, si vous voulez, qui ont peut-être des assassinats sur les mains. Mais vous voyez bien que le contexte... qui ont assassiné aussi des Français, etc. Voilà, c'est ça. Donc on voit bien que le contexte, si vous voulez, on est obligé de le prendre en compte. Donc je ne sais pas comment ça se passerait aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société apaisée, dans une société où le racisme n'a pas obligatoirement la légitimité, encore une fois, légitimité entre guillemets, qui était celle de la colonisation. Donc je ne sais pas. Enfin, c'est une question intéressante, mais il faudra qu'on en reparle. Oui, mais on en parlera. Mais justement, je voudrais faire un petit tour de table sur l'amitié. Nicolas Mirkovic. Pour moi, c'est important de retrouver chez l'autre quelque chose de purement humain. Il faut une bonne relation. Et je pense là, vite fait, à quelques-uns de mes meilleurs amis. Il y en a plein avec lesquels j'ai vraiment pas du tout les mêmes idées. Et je les garde parce que ce sont des amis, parce que ce sont des personnes qui peuvent m'appeler à 3 h du matin, ou que je peux appeler à 3 h du matin, peut-être pas parce que j'ai commis un crime, mais peut-être parce que j'ai besoin d'un ami, et qui seront là pour moi. Alors, et il y a des sujets sur lesquels on ne va pas être d'accord. Alors avec certains amis, on évite d'en parler parce qu'on sait que c'est un sujet un peu compliqué. Oui. Donc on se dit, bon, ce sujet-là, on le met de côté, et on y reviendra à un autre moment, ou à un moment plus propice. Mais je ne me vois pas du tout avoir des amis qui soient des clones de moi, ou qui pensent exactement comme moi. Je pense que je m'ennuierais. Bah, oui. Et je pense que c'est bien d'avoir des amis qui sont différents. Et quand on en arrive à parler des sujets politiques, sociétaux, d'avoir des amis avec qui on peut prendre un verre et se rendre compte qu'on est différents, mais qu'on progresse dans notre réflexion, c'est quelque chose de vertueux. C'est quelque chose de bien, parce qu'on va progresser. Moi, je n'ai pas du tout la vérité infuse, et quelqu'un qui pense différemment que moi peut m'élever, parce que du coup, je n'ai peut-être pas bien compris un sujet. Vous enseigner des choses. Voilà, c'est ça. M'enseigner des choses, exactement. Et donc, j'espère peut-être lui apporter aussi quelque chose. Et vous rappelez tous le fabuleux dessin, je ne sais plus si c'est Douy ou pas, mais je ne suis pas sûr du tout, c'est sur l'affaire Dreyfus. Il y a le déjeuner de famille ou le dîner de famille, ils n'en parleront pas, et puis on les voit en train de se fendre. Ils en ont parlé. En fait. Et vous, Philippe Herlin? Moi, je suis pas d'accord avec votre analyse, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de relativisme à mon goût. Alors, il faut s'entendre sur le mot racisme. Si être raciste, c'est être contre l'immigration, bon, 70% des Français sont racistes. Bon, évidemment, on ne parle pas de ça. Mais quelqu'un qui serait authentiquement raciste, ou quelqu'un qui serait néo-nazi, ou quelqu'un qui serait un communiste pur et dur, tendance Staline, ou quelqu'un qui serait un militant LGBT, personnellement, je ne pourrais pas l'avoir comme ami, ou je ne pourrais pas le garder comme ami, parce que pour moi, il y a les interdits. Voilà, oui, donc moi je suis anti-relativiste. J'ai aussi écrit un livre de philosophie politique, où je parle du droit naturel, en m'appuyant notamment sur Léo Strauss. Pour moi, je défends le droit naturel. Voilà. Donc il y a le bien et le mal. Alors il y a plusieurs conceptions du bien et du mal, et d'ailleurs, Léo Strauss dit il y a justement la tradition humaniste, et puis il y a aussi la tradition judéo-chrétienne, qui sont d'accord sur certains points, mais en désaccord sur d'autres. Mais moi, je me raisonne par rapport à ça, par rapport à une notion de bien et du mal. Et donc, si un de mes amis avait des idées qui me font horreur, j'aurais du mal à les garder. Ou s'il faisait un acte du genre Pierre Palmade, même si c'était un bon ami, s'il m'appelle, je ne le défends pas. Je lui dis, tu vas à la police. D'accord. Voilà. Oui, c'est ça. Non, parce que pour moi, il y a des limites. C'est votre, voilà, vous avez effectivement une échelle de valeur qui dit je ne peux pas être ami avec... Non, mais c'est très intéressant, parce qu'on a, à propos de Léo Strauss, d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que c'est lui, tout le monde disait c'est Claude Lévi-Strauss, c'est lui qui a eu cette phrase magnifique, cette expression, il dit c'est toutes les cultures se valent, alors le cannibalisme n'est qu'une question de goût. Oui. Mais là, je parle de Léo Strauss, l'américain. Oui, mais c'est Léo Strauss, c'est pas Claude Lévi-Strauss, justement. C'est pour ça que je le... Oui, non, mais c'est... Alors, justement, rentrons un peu, peut-être... Là, c'est la question de l'amitié, mais vous savez, au bar, comme disait l'autre, c'est l'amitié qui prend le quart, comme disait Georges Brassens. Nicolas Mirkovic, vous revenez d'Ukraine, je crois que vous y étiez il y a quoi, il y a quelques semaines? Il y a 2 semaines. 2 semaines. Alors, dites-moi, justement, cette guerre qui n'en finit pas. Alors, ce qui est extraordinaire, quand on a vraiment les versions les plus diverses,
C'est-à-dire, d'un côté, on entend, et on ne va pas le nommer sur certaines chaînes, etc., en continu, d'infos en continu, où on dit, voilà, tout est arrêté, les Russes sont en train de perdre. D'un autre côté, on voit ce qui se passe avec les armes qui sont reçues par milliards, on voit tout ce qui se passe, mais est-ce qu'on a une idée un peu de ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est plié ou est-ce que ce n'est pas plié? Non, ce n'est absolument pas plié. Ça, la guerre va continuer. C'est une guerre d'attrition, c'est-à-dire qu'on a d'un côté Kiev et une bonne partie de formateurs et de conseillers de l'OTAN qui ont construit des tranchées, les Russes de l'autre côté. Donc c'est typiquement une guerre type 14-18 où ils vont continuer de se battre. Une guerre, ils vont se bombarder mutuellement jusqu'à y ait des percées d'un côté. Ça peut durer encore, malheureusement, ça peut durer longtemps. Hier, c'est Verdun, sans comparaison n'est pas raison. Oui. Genre, ça peut durer des années. Ça peut encore durer des années. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des munitions, ça peut continuer jusqu'à ce qu'il y ait une percée, jusqu'à ce qu'il y ait un camp qui flanche militairement parce qu'il ne peut plus tenir le rythme, parce que c'est un rythme incessant. J'étais sur la ligne de front et je peux vous dire, ça canarde, ça canonne, et ce sont des rythmes vraiment diaboliques, infernaux. On a du mal à s'en rendre compte. Et là, je tiens à rappeler que ça dure comme ça pour les habitants du Donbass, qui est la région que j'ai visitée depuis 2014. Depuis 2014, donc du coup, ça fait quand même depuis longtemps. Que le Donbass... Alors, Pierre connaît ça. Moi, je veux revenir sur ce que dit monsieur. Effectivement, la crise la plus grave qu'on subit aujourd'hui, c'est la crise du Congo. Ça fait 30 ans que ça dure. On en a à peu près 20 millions de morts. Mais vous voyez, le Congo, finalement, personne ne va envoyer des troupes pour séparer les belligérants. Donc vous voyez, finalement, la manière dont on regarde une crise, c'est une chose très, très significative. Et le deuxième aspect, si vous voulez, c'est évidemment cette volonté de vouloir absolument faire passer Poutine en Cour pénale internationale. Et quand je dis, mais attendez, il y a toujours George Bush dans la salle d'attente, on me dit, c'est pas pareil. Or, George Bush mène au score. Il a quand même tué 100 000 personnes avec l'invasion de l'Irak, dont je rappelle quand même qu'elle n'avait aucun rapport dans le 11 septembre. Donc, si vous voulez, quand on est, nous, dans cette espèce de position de donneur de leçons morales et qu'on se prend les pieds dans le tapis à ce point-là, c'est-à-dire en refusant certains argumentaires, deux conclusions. D'abord, toutes les crises ne se valent pas. Voilà. Bon, celle-là, elle est à la proximité, elle est près de chez nous, donc effectivement, ça peut mobiliser. La deuxième, c'est qu'évidemment, nous, on n'est pas pareil. Nous, on est le camp du bien. Oui, bien sûr. Donc nous, on peut donner des leçons aux autres nous, on peut sans continuer aucun à donner problème. des leçons. On a une très grosse production en la matière. Et vous oubliez, non mais c'est vrai, j'ai reçu récemment Charles Onana, qui a écrit le génocide, enfin l'Holocauste au Congo, et puis on oublie et puis ce qui s'est passé avec l'Arabie Saoudite et le Yémen, les Houthis, etc. C'est vrai qu'il y a cette relativité de l'horreur et pourquoi on ne balaye pas devant sa porte. Le cas de l'Arabie Saoudite est très intéressant parce que moi j'ai travaillé à l'exportation d'armement. J'ai travaillé pour le complexe militaro-industriel. Et donc l'Arabie Saoudite était notre meilleur client en moyenne lycée sur les 20 dernières années. Donc un peu de respect pour ce client. Il avait une caractéristique, c'est que justement il achetait des armes, mais parce qu'il ne voulait pas faire la guerre. Il voulait des garanties de sécurité. Donc on les lui fournissait, garantie de sécurité, ça veut dire, s'il y a une guerre, on vous promet que non seulement on continuera à vous approvisionner, on n'appliquera pas le droit international en appliquant l'embargo aux belligérants, mais par contre même on pourra éventuellement venir vous donner un coup de main. Bon. Le problème, c'est le Yémen. Tout à coup, l'Arabie Saoudite se met à faire la guerre. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Les Américains continuent à produire à fournir les avions et nous on fournit les missiles. Mais vous remarquerez que ça ne donne pas lieu à débat. Oui, c'est Donc vous voyez pourquoi j'insiste sur la manière dont on regarde, si vous voulez. Dont on focalise, oui, c'est ça. Parce que là, évidemment, on vend des armes marquées, et maintenant on vend des armes à l'Ukraine. Enfin, on donne des armes à l'Ukraine, c'est autre chose. Philippe Herlin, l'économiste que vous êtes, alors en fait, ce complexe, on va parler du complexe militaro-intellectuel, on va aborder tout cela, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de bonne conscience que chacun se donne, qu'on essaye de dire oui, moi, d'accord. Est-ce qu'il y a des guerres justes et des guerres injustes? On ne va pas renvoyer tout le monde dos à dos, ce serait idiot, mais justement, je vous en parle parce que vous dites, voilà, moi, si un ami, quelqu'un que je connais professe des opinions qui ne me vont pas, ben je n'irai pas, ça ne restera pas mon ami. Est-ce que vous dites, par exemple, oui, il faut choisir son camp à un moment donné, ou pas? Il faut choisir ses intérêts. Parce que le camp, ça veut dire qu'on parle du bien et du mal. Et quand on met un peu trop de morale dans les relations internationales, on se rend compte que c'est souvent idéologique et puis c'est blanc et noir et ça nous fait prendre des mauvaises décisions. Ce que je pense en ce moment dans la guerre Russie-Ukraine, il faut penser, moi je considère qu'il faut d'abord penser aux intérêts de la France et de l'Europe par rapport aux différents conflits qui ont lieu dans le monde.
Mais alors, Philippe notamment Perlin, moi je vous l'Ukraine, pose la question. Quel est notre intérêt voilà, Oui, mais alors, attendez. Alors, moi, nous sommes dirigés par des gens quand même sages, éduqués et qui voient très loin. Par exemple, quand Bruno Le Maire disait il y a quelques mois qu'on allait mettre à genoux l'économie russe, bah, il a réussi, non? Oui, il faudrait qu'on l'envoie chez Poutine pour le mettre ministre de... Il a réussi en France, oui, il faudrait qu'on l'envoie chez Poutine pour qu'il y ait... Non, mais en fait, aujourd'hui, si on regarde économiquement, pas seulement pour la France, mais pour l'Europe, par rapport aux embargos divers et variés. Embargos par rapport aux Russes, enfin, contre les Russes, et les embargos des Russes par rapport au pétrole, etc., au gaz et compagnie. On en est où aujourd'hui? En fait, par rapport à cette guerre, on s'est complètement trompé sur l'économie. Et aussi sur l'aspect militaire, que je maîtrise moins, mais je me renseigne et je m'en rends compte. Moi, je considère plutôt, la Russie est en train de gagner, quoi. Enfin, pour moi, c'est absolument évident. C'est qu'elle a fait une guerre d'attrition à Bakhmout, qui est une sorte de Stalingrad, c'est-à-dire qu'elle a attiré toutes les forces ukrainiennes, y compris en faisant de la manip, genre Wagner qui dit j'en ai ras-le-bol, je vais me tirer. En fait, c'était de la manip, c'était pour dire aux Ukrainiens venez, on est en train de lâcher. En fait, c'était pas le cas. Donc ils ont complètement annihilé l'armée ukrainienne. Donc comme à Stalingrad en 1943. Et puis là, ce qui se passe, c'est la bataille de Koursk. C'est-à-dire que les Ukrainiens disent qu'ils vont faire une contre-offensive, mais ils le disent à l'avance. Donc ça, c'est ce qu'il y a plus stupide dans la guerre. De la même façon que la contre-offensive allemande, elle était prévue aussi depuis longtemps. Donc les Russes ont pu faire des fossés anti-chars et mettre toutes les armes. Et on se rend compte que là, l'Ukraine, elle n'avance pas. Donc on se trompe complètement sur la guerre. Et sur l'économie, c'est pareil. On pouvait légitimement penser que les sanctions, le fait de couper le système bancaire, d'arrêter d'acheter le pétrole et le gaz russe, ça allait faire s'effondrer la Russie. On s'est complètement trompé. La Russie a d'autres clients. Il n'y a pas eu de chute. Pourquoi? Parce que globalement, le monde manque d'énergie fossile. Notamment à cause des politiques écolos qui font elles font en sorte de diminuer les investissements dans l'exploration et la mise en exploitation de pétrole et de gaz, parce qu'ils disent il faut... Mais c'est prendre le problème à l'envers. Donc on fait ça, ce qui fait que les capacités de production de pétrole et de gaz ont tendance à diminuer, mais la demande, elle est toujours là, donc ça fait monter les prix, quoi. Ça fait l'effet inverse. Et donc, quand on dit à la Russie, on n'achète plus ton gaz et ton pétrole, bah, la Russie, c'est pas grave, hein, je vais voir l'Inde, je construis un deuxième gazoduc vers la Chine. Et l'Europe, et donc on achète du gaz russe plus cher. Voilà, en repayant une prime en plus. Et puis les Américains nous vendent leur GNL, leur gaz naturel liquéfié, très cher. Oui. Et le résultat, c'est quoi? C'est que, et là on le constate, et les effets sont catastrophiques, c'est que la compétitivité de l'Europe est en train de s'effondrer en tant que plateforme économique et notamment industrielle. Allemagne compris. Allemagne compris. Alors il y a justement eu une enquête qui a été faite par un syndicat professionnel allemand qui a regardé sur les entreprises moyennes, celles qui sont justement susceptibles de partir, hein, parce qu'un boulanger, il ne va pas partir, mais les entreprises moyennes, il y en a 16% qui ont déjà commencé à délocaliser une partie de leur production, et il y en a 30% en Allemagne, et il y en a 30% qui envisagent de le faire. Donc c'est la moitié du potentiel industriel allemand qui est en train de bouger, parce que c'est plus rentable de produire des biens qui nécessitent beaucoup d'énergie, que ce soit de l'aluminium, que ce soit du verre, que ce soit des choses un peu, voilà, qui consomment du gaz et de l'électricité beaucoup. Étant donné les prix par rapport aux autres endroits, c'est-à-dire par rapport à, on va dire, Afrique du Nord, où il y a pas mal de gaz, Turquie, Asie, États-Unis, où là, il y a de l'énergie abondante et quand même meilleur marché qu'en Europe. Bon, les entreprises déménagent. En plus, les Américains, qui sont très malins, ils ont mis en place un système qui s'appelle l'IRA, voilà, donc qui subventionne les entreprises qui veulent faire des investissements vers en Amérique, et donc ils attirent les entreprises européennes. Et donc là, on est en train de se faire avoir complètement. Et on se rend compte que les sanctions, c'est un effet boomerang, en fait. Les sanctions contre la Russie, c'est les sanctions boomerang. C'est nous qui en souffrons, c'est pas les Russes. Et c'est les Américains qui tirent les marrons du feu, qui vont récupérer les industries. Et l'Asie aussi et la Chine. Donc on est perdant sur tous les tableaux. En tout cas, on va en reparler. Et puis on va en reparler aussi de la guerre de tous contre tous, hein, de M. Hobbes. Mais Pierre Kenessa, vous parliez du Congo. Moi, j'étais très frappé par quelque chose. Je ne savais pas que le Congo... Vous savez, nos portables, hein, etc. C'est 70%, République démocratique du Congo, du coltan et du cobalt, qui fournit effectivement les batteries électriques, enfin, tout, les portables, les ordinateurs, etc. On ne ferait rien sans. Et ce qui est assez terrifiant, c'est qu'en même temps, on dit ça, c'est pour... Et puis,
on voit un peu comment les petits Congolais vont, main nue, etc., aller, pour des, parlons pas de salaire de misère, enfin, pour vraiment lamentable, vont aller chercher ce cobalt, etc. Et en Chine, il y a les Cancer Cities où les gosses meurent de leucémie. Et ça, ce qui est quand même frappant aujourd'hui encore, on dit oui, mais ça... Eh ben oui, mais écoutez, voilà, y compris les écolos, y compris tout le monde, oui, mais vous n'allez pas nous priver de notre portable, de notre ordinateur, et donc, ben écoutez, pour le moment, c'est comme ça. Et c'est hallucinant, c'est-à-dire, vous avez dit effectivement des millions de morts, des dizaines de millions de morts, 500 000 femmes violées aux côtés Rwanda, Hutu, Tutsi, etc. Est-ce que c'est quelque chose, en fait, c'est intériorisé, ça fait partie disons, de l'intellectualisation de ce complexe militaire. C'est-à-dire, oui, bon, on fait la guerre, on envoie les Rwandais prendre les positions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le coltan et le cobalt, et le reste, on s'en fout. Attention, justement, la crise du Congo est une crise qui est trop grosse pour qu'on y intervienne militairement. Donc, justement, la gestion est une gestion économico-mafieuse, si vous voulez. Et donc, on n'est pas du tout dans le complexe militaire ou intellectuel. Encore une fois, on ne va pas envoyer BHL au Congo. Je veux dire, on ne voit pas ce qu'il y apporterait. Par contre, ce que dit monsieur sur l'effet de l'embargo est extrêmement intéressant parce qu'on a toujours cru qu'étant puissance économique dominante, l'effet d'embargo mettrait immédiatement un pays à terre. Je rappelle que le cas d'embargo le plus dramatique, c'est celui qu'on a imposé à l'Irak après la guerre du Golfe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on lui a interdit absolument tout. On est parti de ce postulat mensonger qu'il y avait des armes de destruction massive. Et donc, toute action avec l'Irak était absolument formellement interdite. Bon. Des enfants mouraient de la rougeole, parce qu'on ne pouvait même pas apporter du médicament. Si on apportait du médicament, on va dire qu'ils vont le détourner pour faire des armes chimiques ou des armes bactériologiques. Alors qu'il y avait toutes les organisations internationales qui disaient non, non, il n'y a plus d'armes de destruction massive. Vous aviez cette séance de mensonges que vous connaissez avec Colin Powell et sa petite fiole. Je me suis d'ailleurs toujours demandé qu'est-ce qu'il y avait dans la fiole, parce que s'il l'avait cassée, l'Assemblée générale de l'ONU aurait été réduite à rien. Donc il n'y avait rien. Mais ce qui est intéressant, c'est l'explication américaine. C'est-à-dire que l'explication la plus intéressante que j'ai vue de cette manipulation, c'est que ce sont les républicains eux-mêmes qui l'ont manipulé, de façon à ce qu'ils disparaissent de la compétition avec Bush. Et là, vous avez une explication logique. Parce qu'effectivement, le brave type, c'était le vainqueur de la guerre du Golfe, il avait le prestige, etc. Il fallait le saboter. Bon, ben, on y a très bien réussi. Donc vous voyez comment finalement... Ce qui nous caractérise aujourd'hui depuis la disparition de l'URSS, c'est qu'une crise a moins d'intérêt par elle-même que par sa gestion intérieure. Et c'est ça qui est aujourd'hui la vérité. Intérieure au niveau des pays. De manière générale, c'est-à-dire le politique aujourd'hui se dit est-ce que je gagne les municipales si j'envoie du militaire? En gros, c'est ce que j'ai vécu. Vous voyez, donc, un peu simplifié, ça, Pierre. Pardon? Un peu simplification, quand même. Non, pas spécialement. Écoutez, regardez la façon dont François Hollande recule sur une crise qui est extrêmement grave, puisque c'est les attentats en France. Bon. Regardez... Charlie Hebdo du Bataclan, vous voulez dire. Oui, Charlie Hebdo, Bataclan, etc. etc. Il n'y a pas de décision, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas contre qui il peut envoyer de militaires, donc il va parler de la déchéance de nationalité, puis ensuite il va reculer, etc. Donc vous voyez, il n'y a pas d'analyse spécifique de la crise. Je vous ai cité l'exemple sur l'Arabie Saoudite avec le 11 septembre. On n'allait quand même pas attaquer l'Arabie Saoudite, voyons, franchement, ne plaisantons pas. Il n'y en avait que 15 Saoudiens sur 19 terroristes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc on est sur quelque chose où l'impact intérieur est beaucoup plus important que la nature même de la crise. Alors, justement, pour vous, Nicolas Mirkovitch, comment ça se passe là aussi? C'est-à-dire que les ondes de choc de cette espèce de pavé dans la mare et quelle mare qui a commencé le 22 février et qui a commencé avant, effectivement, avec le Donbass en 2014, et auquel on assiste à quelque chose de... Alors, dites-moi si c'est comme ça que... Quand on regarde la perception qu'on a ici, de France, et on regarde, qu'est-ce qu'on regarde? On lit les journaux, on regarde la télé, on regarde un peu les réseaux sociaux, les images. L'impression qu'on a, c'est que l'OTAN, les pays occidentaux, fournissent des milliards, enfin des armes, etc., etc. Et qu'à chaque fois, systématiquement, on entend, eh ben oui, les Russes ont démoli. C'est-à-dire, élimine au fur et à mesure. C'est-à-dire, on a l'impression d'une espèce de robinet absolument sans fin. Et je ne dis pas ça parce que Joe Biden s'appelle Joe Robinet Biden, mais c'est un hasard. Qu'est-ce qui fait que effectivement, il y a une espèce de jeu, mais c'est terrifiant. Alors, est-ce qu'on va attendre jusqu'aux élections américaines? Est-ce qu'on va attendre quoi? Votre ressenti là-dessus? Le problème, c'est que ni les Russes, ni les Américains ne peuvent perdre. Cette guerre, c'est une création américaine. Et ça, je peux aussi citer Jeffrey Sachs, Robert Wade de la London School of Economics. Plein de spécialistes américains disent eux-mêmes que
c'est la conséquence. Jeffrey Sachs, il parle de 30 ans, c'est la conséquence de 30 ans de politique néoconservatrice américaine. Brzezinski et compagnie. Brzezinski disait que sans l'Ukraine, la Russie cessait d'être un empire en Eurasie. Les Américains ne veulent pas que la Russie et l'Europe se rapprochent, parce qu'on formerait une formidable puissance politique, alors pas forcément une puissance unique, hein, pas de souveraineté, mais une puissance géopolitique. On aurait tous les avantages des ressources innombrables de la Russie, le savoir-faire de l'Europe. Et les États-Unis ont toujours eu peur de ça. Si on relit Spykman, Mackinder, au début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle, ils ont peur de ça. Ils identifient le centre de l'Eurasie comme vraiment l'endroit où, au monde, un concurrent pourrait surgir. Et quand le mur de Berlin tombe, quand le communisme chute, la première chose que font les Américains, c'est que plutôt que d'avancer, de créer des cinémas, des dispensaires d'aide humanitaire, eh bien, ils alimentent l'armée. Ils disent qu'il faut reconstruire l'armée parce que du coup, on a peur qu'il y ait un concurrent qui naisse sur les terres de l'ex-URSS. Les Américains ont créé cette guerre parce qu'ils se sont dit, avec cette guerre, on va éloigner la Russie. Donc du coup, pendant des années, l'Europe de l'Ouest va rester un protectorat. C'est comme ça qu'ils nous voient. Brzezinski parle d'un protectorat. Il considère que l'Europe de l'Ouest, c'est un protectorat. Exactement. Ça, il le dit très clairement. Globalement, l'Europe de l'Ouest est un protectorat. Et dans les faits, nous sommes un protectorat. Nos présidents sont écoutés, espionnés par Washington, par la NSA et d'autres outils. Quand on veut vendre nos bateaux à la Russie, il y a Obama qui appelle et qui dit non, vous devez arrêter de vendre vos bateaux. Quand on voit l'affaire Alstom, où on vend la maintenance de nos centrales nucléaires, donc du coup qui est un peu le cœur de notre économie, à une puissance étrangère, qu'elle soit américaine ou autre, il faut être fou pour laisser la maintenance de son outil énergétique à une puissance étrangère. Et pourquoi les Américains font ça et nous on dit rien. Les Américains ne peuvent pas perdre cette guerre. Or, ils se rendent compte que cette guerre est bien mal emmanchée pour eux, parce qu'ils n'ont pas vu, je pense. Ils ont tendu ce piège, et je pense qu'ils ont sous-estimé. Et on a vu là, il y a quelques instants la puissance économique russe qui a été très maligne. Personne pensait que la Russie, pour que Bruno Le Maire dise « je vais faire effondrer l'économie russe » et qu'il devait être vraiment sûr de son coup. Je pense qu'on était tous, au niveau des politiques européens et atlantistes, sûrs de leur coup que la Russie, c'était, comme disait John McCain, c'était une station-service déguisée en pays. Or, depuis que Poutine a pris le pouvoir, il a tout fait pour faire de la Russie, qui est une vieille nation, un véritable pays, qui est au premier rang mondial, enfin parmi les premières puissances mondiales aujourd'hui, qui est prête à intervenir en Syrie, qui fait des négociations avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Afrique, avec l'Amérique du Sud. Et donc l'Amérique est dans une mauvaise situation aujourd'hui parce qu'elle est en crise. Tout ce que l'Amérique a fait, tout ce qu'elle fait aujourd'hui en Ukraine, elle l'a fait avant au Nicaragua, au Congo, elle l'a fait en ex-Yougoslavie. Ce n'est pas nouveau. Pour la première fois, il y a une puissance qui a dit non, je ne vais pas accepter ça. Et les Américains, je pense, sont sous-estimés. Il n'y a qu'à voir, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'un pays membre de l'OTAN jette des nouvelles armes. S'ils avaient bien estimé la puissance militaire de la Russie, ils auraient dit, face à la Russie, il faut ça, ça, ça et ça. On va donner tant en aide humanitaire, on va donner tant en aide militaire, et puis on va contrer la Russie. Chaque semaine, ils rajoutent, parce qu'ils ne savent plus comment faire. Or, on a l'impression que les Russes savent ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Alors, écoutez, ça, on va suivre ça. Moi, je voudrais juste dire, je voudrais avoir justement l'avis de Fanny, non pas sur le plan, on peut dire évidemment, sur le plan militaire ou géopolitique. J'aurais un peu de mal à vrai dire. Mais sur le plan justement de ce qui se passe, je dirais, votre livre, c'est intéressant, c'est sur la guerre entre chacun et chacun, enfin quelque part, et vous dites quelque chose de très fort, je dis ça parce que je sais que nos amis réagissent là-dessus, vous dites au fond, on est dans une féminisation accélérée, progressive et délétère des relations aujourd'hui. Expliquez-nous, parce que c'est rare, hein. En général on entend au contraire, mais voilà, le société patriarcat, machiste, 5 siècles de patriarcat, et ça continue, etc. On va pas, c'est pas oser le féminisme, ce n'est plus d'oser, mais oser, etc. Et vous prenez complètement le contre-pied de cela. Oui, en fait, quand je vois le monde, et surtout le monde occidental, ou notre monde à nous, j'observe plutôt une féminisation de tous les codes de la société. On est dans, on concrètement, valorise. ça veut dire quelle féminisation? Alors, d'abord, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de sensible, voire d'hypersensible. On valorise énormément la sensibilité, l'hypersensibilité. Dans les entreprises, aujourd'hui, on va recruter essentiellement aux soft skills, c'est-à-dire soft skills, c'est quoi? Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. D'accord.
voilà, on va chercher toujours si quelqu'un est doué émotionnellement ou pas. Et donc ça, ce sont des codes Si très vous avez de féminins. la bienveillance et de l'empathie De la à l'égard de l'autre. bienveillance, de l'empathie, on va dire gratitude. Et ça, on est vraiment dans ces codes très ronds, très féminins. À l'école, les garçons sont plus discrets, enfin plutôt discriminés par rapport aux filles. C'est-à-dire quand ils vont se comporter comme des garçons, être bougeons, être bagarreurs, ne pas être très académique, parce qu'un garçon, c'est pas très académique. Eh bien, oui, c'est pas ça. Alors c'est les à garçons, nous. quoi, ça gueule, ça se bagarre, ça, etc. Oui, c'est un garçon, c'est bien sûr qu'évidemment, je fais de gros paquets, mais qui quand même se retrouvent. L'hyperactivité, c'est typique des garçons et des hommes. Et les capacités empathiques, alors il y a un super chercheur là-dessus qui s'appelle le Baron Cohen, pardon, et qui parle beaucoup de l'empathie et qui montre que les femmes sont beaucoup plus empathiques que les hommes. Donc après, voilà, on va pas se plaindre quand on dit que les femmes sont Ça plus veut dire empathiques que que les hommes. la doxa aujourd'hui, c'est féminisation, c'est ça, à tous les étages. C'est surtout, je ne sais pas si c'est féminisation dans le sens où je ne crois pas qu'on se féminise dans le comportement, mais c'est du féminin. Ouais. Ce sont des valeurs Tatiana, et des capacités. Parce que je crois que comme ça, les gens vont se servir. On se sert. Tu vois, parce que Pierre Conessa est en train de manger du pain. Je sais pas ce que tu vois dans un bar, il est seul à manger pain du et à pain. l'eau. C'est un peu ce que ça veut dire. Non, Oui, non, au pain et à l'eau, dépose-nous ça. Un statut de prisonnier. Ouais. Voilà. Qui a l'air de vous plaire, quand même. Comme ça, tu mets là. Oui, Pourquoi mais vous alors, mettez à attendez, part moi ça, je voudrais vous dire... Non, mais... Ouais, super. Non, mais... regardez ce qui s'est passé, on parlait il y a quelques jours. Vous savez, il y a eu cet attentat horrible où quelqu'un a égorgé des enfants. En tout cas, ils ne sont pas morts, heureusement, mais il y a un coup de couteau, etc. Puis des gens à Annecy. Hein. Il y a eu chose extraordinaire. Enfin, j'ai regardé les images en dehors de... C'est qu'il y a eu donc un rassemblement citoyen organisé par le maire d'Annecy, au bord du lac, avec défilé à trottinette, etc. Et puis les gens étaient là. Et on pense, bon, il y a un petit discours, écoutez, la fraternité. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une dame a pris son petit orgue de barbarie et a chanté « Parlez-moi d'amour, dites-moi ces choses tendres, votre beau discours ». Vous ne le connaissez pas par cœur, ça? Parlez-moi Attendez. d'amour. Il faudra ça bien. Dites-moi des choses Alors, venez. Ah, oui, alors. Jean-Luc, tu connais « Parlez-moi d'amour ». S'il vous plaît. Je me fantasme Imaginez chanteuse, que vous êtes mais au bord du lac d'Annecy, voilà ce qu'on a entendu. C'est vraiment un fantasme qui se... Parlez-moi d'amour. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous me répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Et Fanny Nussbaum va enchaîner, s'il vous plaît. Va enchaîner avec un très belle chanson. My life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. My darkness are gone and my bright days are here. My sunny one was so sincere, sunny one so true. I love you. Bravo. Merci. Merci. Et alors justement, c'est très intéressant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, et vous voyez, et derrière, c'est terrible parce qu'il y avait des policiers, on voyait l'image, les policiers qui étaient là, et qui se mordaient les lèvres pour ne pas éclater de rire, parce que ça faisait tellement incroyable avec ce qui s'était passé. Alors on peut dire, oui, mais c'est bien justement de ne pas parler, il ne faut pas répondre. Et vous dites, André, c'est pas la réponse, ça. Oui, ça me fait penser l'anecdote que vous racontez à une autre tout aussi terrible, qui est celle je crois que c'était pour le Bataclan, et un monsieur dont l'épouse était décédée au Bataclan avait, je ne sais pas s'il avait sorti un livre ou en tout cas écrit un texte. Vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine.
Et bon, en soi, c'est beau, c'est romantique, mais c'est exactement ce dont je parle de ces codes féminins. C'est-à-dire qu'évidemment que vous aurez ma haine, évidemment que ce qui est fonctionnel, moi je ne parle pas en termes étant donné que je suis systémicienne, donc je ne parle pas en termes de normal et de pathologique, mais de fonctionnel ou dysfonctionnel. C'est pas en soi, c'est pas fonctionnel de réagir en tendant l'autre joue, mais on a aujourd'hui cette injonction sociétale d'être dans cette ce que moi j'appelle la guimauve humaniste, avec cette valorisation de la vulnérabilité, cette valorisation de la victimisation et de celui qui ne va pas réagir par la violence, surtout pas, parce que en gros dans le jeu interactionnel, il a perdu. S'il réagit par la violence, ou s'il réagit en criant, ou s'il réagit en s'énervant, alors c'est lui qui a un gage, en fait. Donc, je crois qu'on joue tous à ce jeu, et celui qui est quelqu'un de bien, c'est celui qui va montrer sa vulnérabilité. Et là, on va plus je suis vulnérable, plus je suis bien. Plus je suis quelqu'un de bien. Donc, c'est fou parce que je le raconte parfois. J'ai fait, il y a quelque temps, je suis très réseaux sociaux, et donc j'ai participé à un défi sur les réseaux sociaux où il fallait publier tous les jours, pendant tant de jours, etc. Et il y avait une équipe de king des réseaux sociaux qui nous faisait des petites masterclass pour nous apprendre les choses. Et parmi ces kings et ces queens, c'est roi, c'est ça, oui, pardon, les bonheurs, j'anglicise beaucoup. Et bien, il y avait une jeune femme qui était très vue sur les réseaux sociaux et qui nous disait, je crois même que c'était le titre de sa masterclass, et qui disait mettez en valeur votre vulnérabilité. Et elle nous parlait, elle nous montrait comment faire pour mettre en valeur notre vulnérabilité. Donc elle disait, vous voyez, moi j'ai eu une dépression, et bien j'ai montré, regardez combien de likes j'ai eu quand j'ai montré mes médicaments, les médicaments que je prenais pour ma dépression, etc. Et puis ensuite, dans ce petit challenge de ce défi, eh bien tous les gens disaient, regardez, j'ai fait un post vulnérabilité, oh bravo, c'est merveilleux, etc. Et sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, vous voyez bien que ce qui fonctionne le mieux, c'est quand vous dites voilà, j'ai vécu telle fragile, souffrance, c'est ça, un peu. Et rien que de le dire, on vous dit que vous êtes courageux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... vous voulez dire avouer sa fragilité, dire sa vulnérabilité. Ça y est, c'est courage. Bien. Là, c'est courage. Dans le jeu, c'est courage. Vous êtes courageux. Donc vous n'êtes plus courageux. Les valeurs dites masculines n'ont plus... voilà, ils n'ont plus la faveur. Le vent en poupe. Oui. Aujourd'hui, ce sont les valeurs féminines. Un homme qui est un homme bien, c'est un homme qui est sensible. Et quand on vous dit c'est quelqu'un d'humain, eh bien, quelqu'un d'humain, vous entendez tout de suite, on entend tous que c'est quelqu'un de doux, de rond, qui va être à l'écoute de l'autre, qui a une sensibilité féminine, qui soit homme ou femme. Et c'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui va taper sur la table, qui va hurler, etc. Mais à côté de ça, on admire des personnes exceptionnelles, on a parlé de Dali, on va admirer ces gens-là. Et ces gens-là qu'on admire, forcément, pour être quelqu'un d'exceptionnel, c'est qu'on n'est pas dans cette rondeur. Quand on parle de quelqu'un, d'ailleurs, qui a de la personnalité, homme ou femme, on ne va pas parler de quelqu'un de doux, de rond, de discret, etc. Silencieux. Donc, voilà. Donc, ces composantes féminines, qu'on le veuille ou non, eh bien, elle ne parle pas de quelque chose de fort, de puissant, de costaud. Et aujourd'hui, il n'y a que ces valeurs féminines qui sont mises en avant. Quand on fait preuve de force, et c'est ce qui m'embête aussi, on a parlé des hommes politiques, par exemple... Des chefs d'État, de la différence entre hommes politiques et chefs d'État. Je crois qu'aujourd'hui, il est très difficile de devenir un chef d'État parce que il y a ce côté sensible que doit montrer le politique. Et le politique, aujourd'hui, est plutôt un intellectuel. C'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est ce que vous disiez, Nicolas, tout à l'heure, ou peut-être que c'est vous, Pierre, qui disiez ça. Comment on va se faire réélire
on va se faire réélire en répondant aux attentes de la foule. Donc on répond aux attentes, on se montre quelqu'un de bien, de rond, voilà, juste quelqu'un de bien, c'est ça. Et donc aujourd'hui, un chef de guerre ne pourrait plus, un Jules César ne pourrait plus, je pense, être à la tête d'un État comme le nôtre. On ne prendrait pas Jules César aujourd'hui. Hein. Non, je crois que ce serait même impossible. à Napoléon. Alors oui. Justement, je voudrais demander à vous par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à l'analyse de Fanny Nussbaum. Ce qui est intéressant, quand vous parliez, Pierre Conessa, c'est le titre de votre livre, du complexe militaro-intellectuel. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, aujourd'hui, en tout cas en Occident, un côté safe space? Vous savez que dans les universités américaines, on a beaucoup dit, d'ailleurs en France, il y a maintenant des safe space, c'est-à-dire des espaces sauvegardés où les gens ne se vont pas agresser. C'est-à-dire que dans l'université, je ne parle même pas dans la vie, c'est-à-dire surtout ne pas te faire agresser, surtout ne pas avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, et tu vas être comme ça tranquille, je veux des espaces protégés. Est-ce que quelque part nos intellectuels ne sont pas devenus des grands militants du safe space et ils bavardent entre eux? Écoutez, moi, ce que disait Fanny, je le voyais sur un autre plan. Si vous voulez, en gros, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident triomphant se rend compte qu'il est coupable de 2 guerres mondiales, dont la dernière a fait 50 millions de morts, et il enchaîne tout de suite sur les guerres de décolonisation. Et donc, à ce moment-là, vous avez un procès général qui est dressé notamment par les intellectuels contre ce système qui, finalement, a généré des conflits aussi graves, qu'il ne reconnaît pas la légitimité de la guerre de décolonisation, etc. Et à ce moment-là, ces intellectuels, de gauche pour l'essentiel, vont porter la culpabilité de l'Occident. Et avec un processus, justement, où la victimisation va avoir une légitimité, quelle qu'elle soit, si vous voulez, et la culpabilité de l'homme blanc dans nos tranches d'âge est évidente sur tous les sujets. Donc, on s'est installé... À tous les étages, l'homme blanc est coupable. Oui, c'est ça, y compris du Covid, enfin, y compris de tout ça. Et c'est très intéressant comme démarche, mais moi, je la vois collectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, vous le voyez, par exemple, avec les accusations du CRAN sur le problème, par exemple, de la... Oui, comité des Noirs, enfin oui. Comité des associations noires de France, qui dit qu'il faut qu'il y ait une compensation pour la traite triangulaire. Bon. Pourquoi d'un seul coup demander une réclamation? Parce que justement, la création de l'État d'Israël était la reconnaissance qu'après la Shoah, on avait quelque chose à réparer. Bon. Et donc, s'est installée progressivement l'idée qu'après tout, si on obtenait le statut de victime, on était en droit d'exiger quelque chose. Donc, l'exemple, c'est celui du CRAN. Et le CRAN va donc demander à l'Occident, effectivement, aujourd'hui, une réparation à la France, enfin, tout ce qu'on veut. On a Pierre-Antoine Seyer qui se trouve mis en accusation parce que ses ancêtres ont loué des bateaux, etc. Mais le paradoxe, c'est que le commerce d'esclaves a duré un siècle de plus dans le commerce intra-africain. Exactement. Bon, on pensait quand même que le Tchad... Il y a eu 3 traites négrières, la traite arabo-musulmane, la traite transatlantique et la traite africaine. Exactement. Alors, la traite africaine, par exemple, c'est intéressant parce que quand on découpe l'Afrique au moment de la décolonisation, si vous voulez, je prends les cas du Tchad, on a réussi quand même à mettre dans un même état le réservoir à esclaves, les royaumes esclavagistes et les trafiquants d'esclaves. Ça ne vous donne pas une identité, si vous voulez, très évidente. Bon. Et pareil, si vous voulez, avec le trafic de la côte Est, puisque le trafic de la côte Est, donc où Zanzibar était la grande plaque tournante, amenait donc dans les pays du Golfe des gens qui devenaient des eunuques. Donc en matière de respect des droits de l'homme, c'est pareil. 11 millions de castrés. Et oui. Pareil siècle. Et donc, si vous voulez, vous pourriez vous attendre à ce que justement le CRAN se prenne en compte la totalité, mais non. Je veux dire, ça n'a valeur que si vous vous reconnaissez comme responsable. Si au contraire vous êtes installé comme les pays du Golfe dans une grande bonne conscience, de toute façon, qui est légitimée par l'argent du pétrole. Vous voyez comment le débat se pose, et encore une fois, il n'est jamais posé de manière planétaire, il est toujours posé dans une espèce de face-à-face. C'est intéressant, ça rejoint. Oui, ça rejoint, mais bon, moi je ne le verrai pas sous l'angle de la féminisation, parce que si jamais je dis ça à ma femme, je vais me faire engueuler, mais ce que je veux dire. Voilà l'exemple. Mais moi je suis une femme, j'ai le droit de le dire. Ça passe aussi dans la micro-société qui est une famille. C'est vrai. Nicolas. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Fanny. On le voit tout à fait dans la société. Moi, je vois même ma jeunesse, ce que je vivais dans les cours de récréation et la façon dont mes enfants vivent les cours de récréation, avec pourtant, je pense, une éducation que j'ai transmise à mes enfants. La société change énormément. Je ne parle même pas de la technologie et tout, mais le fait qu'un garçon soit un peu viril, un peu dur, qui soit un peu fort, en effet, ce petit côté bagarreur. Alors, je ne vais pas vanter les bagarres de cours de récréation, c'est pas ça un homme, mais on voit que c'est mis de côté, c'est dénoncé, il faut en effet sortir cette espèce de... Il faut être un peu mou, il faut être un peu doux, il faut être un peu faible. Et ça, je pense que c'est mauvais.
Je pense que c'est mauvais, justement dans la construction d'une famille, parce que du coup, une femme, c'est bien une femme, un homme, c'est un homme, et c'est la complémentarité qui permet d'avoir la famille, et c'est indispensable pour les enfants, qui sont les nôtres. Et dans la société, je pense qu'on ne peut pas exalter des valeurs de faiblesse. Je pense que c'est quelque chose qui est intrinsèquement pervers, et qui peut être la cause ou la chute même d'une société. On connaît toute la phrase sur les sociétés fortes créent des hommes faibles, etc. Et si on veut, nous, au regard de ce qui se passe dans le monde entier, où on a en Asie des personnes qui travaillent 12-15 heures par jour, c'est pas mon modèle, mais on a l'Afrique qui va à une démographie extrêmement forte et qui n'est pas du tout sur ces valeurs de féminisation de la société. Le monde occidental, s'il continue comme ça à mettre en avant des valeurs de douceur, de gentillesse, ça va être complètement incompatible avec la grande majorité de la planète qui continue de faire ce que l'homme a fait depuis l'éternité, de se développer, se reproduire, conquérir d'autres terres. Et ça sent, c'est un avant-goût de fin de civilisation. Donc du coup, je pense que c'est important de remettre à l'ordre du jour des valeurs un peu plus traditionnelles, sans passer dans un moule purement traditionnaliste. C'est pas ce que je dis, mais vous ne serez pas censuré par votre femme. Je sens que vous avez non, mais je veux dire, il y a quand même, ne pas oublier quand même qu'on a une société qui produit du super-héros. Oui. Vous avez un modèle cinématographique américain, d'ailleurs pour l'essentiel, avec Stallone, etc. Bon, qui n'est pas allé faire la guerre du Vietnam, je vous le signale qu'il l'a évité. Oui. Mais Stallone, dans Rambo 2, il tue 67 personnes tout seul. Alors avec différentes manières, un couteau, une mitraillette, enfin je veux dire, il a tout. Mais est-ce que vous imaginez une minute que ce soit vraiment un combattant ? Ça veut dire que vous vous trouviez au Liban des mecs qui se mettaient le bandeau comme Stallone et qui n'étaient pas du tout spécialement pro-américains ni quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a un modèle du super-héros, ce super-héros étant masculinisé à l'extrême. Et puis effectivement, il est un peu rude, il a cette espèce de voix de primate, etc. Et donc il est super sexy. C'est pas le seul d'ailleurs. Et donc il est super sexy. Pardon ? Il est super sexy avec son bandeau et son air de primate. Oui, mais il y en a plein d'autres. Mais est-ce qu'il y a des Rambo aujourd'hui, par exemple ? Le Rambo, moi je peux m'identifier, enfin m'identifier non, mais enfin c'était ma génération, mais est-ce qu'il y a des Rambo aujourd'hui qui sortent ? Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à ce que dit madame, c'est qu'il y a ce contre-modèle qui va être diffusé, encore une fois, par une formidable machine qui s'appelle Hollywood. Oui, mais qui va vous c'est pas contradictoire. Je crois que c'est complémentaire, Philippe. Dans le crime d'Annecy, il y a quand même eu un héros qui a un comportement viril, qui est Henri. Parce qu'il a quand même foncé, il a pris son sac à dos, il a foncé vers un mec qui avait un couteau. Donc ce qui demande quand même un courage certain. On a essayé parce que de le salir. Il y a eu quelques articles assez obscènes et malsains qui sont sortis dans la presse de gauche. Mais bon, voilà quelqu'un qui est allé face au danger avec un sac à dos contre un mec qui avait un couteau. Comme Arnaud Beltrame. Qui avait un couteau comme ça. Bon. Voilà, et donc là, les valeurs masculines de combat de Castagne, bon bah voilà, et il a évité certainement des morts qui auraient eu quoi. Non mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et la question, en fait, ce qu'on dit, c'est pas forcément que c'est complètement éliminé de la surface de la planète, mais heureusement qu'en effet. Lui, il n'était pas prévu, il était là par hasard, alors que la cérémonie dont on vient de parler, qui était complètement grotesque, ça c'est un truc qui est prévu, qui est dans le système. Et effectivement, et donc le système, effectivement, avantage ce côté, parlez-moi d'amour, soyons... Au héros, parce que Rambo, c'est déjà ancien, et à la limite, il peut exister des combattants qui peuvent ressembler à Rambo. Mais les héros d'aujourd'hui, ce sont les Marvel, qui sont des films déjà complètement nuls. Scorsese dit, c'est pas du cinéma, c'est du divertissement, je suis d'accord avec lui. Il a raison. Et c'est des héros qui sont tellement... Enfin, ils ont des pouvoirs tellement hallucinants que... Ils correspondent à rien. En fait, on ne peut pas s'identifier à Spider-Man, à Superman. On peut s'identifier à Rambo à la limite parce qu'on apprend à tirer et à faire un peu de sport. Ça, c'est intéressant parce que c'est des héros qui sont tellement abstraits qui correspondent, qui peuvent pas forcément servir de modèle. Voilà. Aux jeunes. Juste un mot. Alors, restons sur les modèles. C'est intéressant parce qu'on va revenir ensuite à la réalité parce que ça, c'est le modèle de fiction. Mais ça a été extraordinaire. Moi, je me rappelle de l'extraordinaire importance de Bruce Lee en Asie. Bruce Lee est le premier héros. C'est pareil, on peut s'identifier justement, karaté, etc., kung-fu, voilà. Et c'était la fierté des Asiatiques. Moi, je me rappelle que c'était le héros, le dieu, d'ailleurs, mort très jeune, effectivement. Mais l'autre chose aussi, c'est intéressant, parce que comment on sert des héros ? Par exemple, dans les banlieues, je ne vais pas généraliser, mais quel est le film culte, encore aujourd'hui, depuis 20 ans, c'est Scarface avec Al Pacino. Où le roi de la cocaïne, c'était plus la drogue de Al Capone, c'était pas Al Capone et l'alcool et la prohibition, c'était la coke.
Mais ça a été extraordinaire. Vous savez que c'était un film culte et les gens étudiaient, regardaient. Moi, je me rappelle, on avait fait une enquête là-dessus. Ils copiaient les attitudes d'Al Pacino, quoi. Où là, on est dans complètement la caricature des valeurs, on va dire, masculines. Mais alors, je reviens à ça quand même. Les intellectuels et la guerre, Pierre Conessard, parlons-en un tout petit peu. Parce que quand vous avez parlé de ce complexe militaro-intellectuel, et je me rappelle, on en avait parlé, et je vous disais, mais je ne comprenais pas très bien. Militaro-industriel, on sait ce que c'est. Militaro-intellectuel, est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, et vous en avez parlé de certains, des gens qui justement rationalisent, voilà, il y a des guerres qui doivent être menées, et donc il y a des intellectuels organiques qui doivent le service avant-vente ou après-vente? Non, il y a une fracture stratégique qui se passe après la disparition de l'URSS. Évidemment, tout à coup, le grand ennemi, tout le paradigme stratégique qu'on a posé pendant les 50 années ou 70 ans d'existence de l'URSS, si vous voulez, s'écroule. Donc tout à coup, il n'y a plus d'ennemis, donc la crise n'a plus d'intérêt par rapport à un autre qui serait capable de l'instrumentaliser, et donc ça devient une espèce d'open bar. Bon, il se trouve qu'en plus, deuxième chose, il y a la guerre du Golfe, et la guerre du Golfe a deux caractéristiques. C'est la première guerre post-ONU, donc l'URSS s'abstient, si vous voulez, et donc on va avoir deux caractéristiques des nouvelles crises. D'abord, c'est une crise qu'on va vivre en live. Toutes les chaînes de la planète viennent s'installer en Arabie Saoudite, et donc, en plus, on avait annoncé la date de départ, parce qu'on avait dit, vous avez 6 mois à Saddam Hussein pour quitter le Koweït, etc. Donc tout était prêt. Bon, manque de chance, la guerre ne dure que 120 heures, c'est-à-dire un peu moins de 4 jours. Bon, toutes les chaînes de la planète, ça leur a coûté la peau des fesses, parce que chaque fois, il fallait alimenter... Quelle frustration! Une frustration terrible. La deuxième caractéristique, donc alors là, on s'habitue à ce qu'une guerre soit vécue en live, puisque rappelez-vous, à l'époque, c'était la 5 et CNN à Paris, et donc tous les jours, il fallait une information, même s'il n'y en avait pas. Bon. L'information la plus rigolote, c'est que tout à coup débarquent 120 000 hommes de l'armée américaine, dont des femmes qui conduisent, et qui foutaient des raclées à la police religieuse si on les embêtait. Bon, ça, c'était le choc interne, si vous voulez, de la société saoudienne. Et deuxième chose, évidemment, le gars qui a été le plus vexé, ça a été Ben Laden, puisque lui, il avait proposé au roi d'Arabie Saoudite de venir avec ses combattants afghans pour défendre la terre sainte de l'islam. Or, le roi lui dit, attendez, on est un gens sérieux, on va s'adresser aux Américains. Et la deuxième caractéristique, donc, c'est qu'on est tellement convaincu, puisqu'en 120 heures, on a battu ce qu'on appelait la 4e armée du monde. Bon, je n'ai jamais su qui était la 3e. En tout cas, celle-là, c'était la 4e. On l'a battue en 120 heures. Donc, on a une espèce d'hubris guerrière qui occupe les penseurs occidentaux, c'est-à-dire, nous avons une responsabilité collective pour gérer les crises sur la planète. Mais après ça, vous dites, oui, mais il y a 400 crises à la surface de la planète. Donc l'intérêt de ce complexe militaro-intellectuel, c'est le type qui dit, moi je rentre de tel endroit, je connais les gentils, je connais les méchants, il y a un massacre, on ne peut pas ne pas intervenir. Et vous avez à ce moment-là une espèce de mécanique qui fait que le politique est interpellé à partir d'un plateau télé. C'est-à-dire qu'il prend à témoin l'opinion publique et il dit, regardez, vous vous rendez compte, c'est en train de se faire. Bon, moi, une fois, je me suis amené à abuser parce que j'avais lu tellement de télégrammes diplomatiques sur le rôle de la France dans toutes les surfaces de la planète, je me suis amusé à écrire un télégramme diplomatique sans objet. C'est-à-dire un télégramme diplomatique qui commençait comme la totalité des télégrammes diplomatiques, c'est-à-dire la France, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, pays des droits de l'homme, ne peut pas dans cette région du monde où elle compte tant d'amis, etc. Donc il suffisait de remplir la date et le lieu. Ah oui, c'est ça. Bon. Et on laissait un champ éclairé. Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez, il y avait une espèce de rituel qui fait qu'un ambassadeur doit renvoyer à Paris l'idée qu'évidemment, tout le monde attend ce que va dire Paris, mais si vous êtes affecté au Guatemala, hein, mais vous voyez bien comment on entretient, si vous voulez, une image. Et dans ce champ-là, évidemment, vous avez des gens qui font écho sur les plateaux télé en disant « Ouais, mais attendez, vous vous rendez compte, le Timor, il y a un massacre qui se passe. Vous savez où c'est le Timor ?» Vous voyez ce que je veux dire? On va quand même envoyer du monde au Timor. Et puis, alors, il y a des guerres, effectivement, qui vont être déclenchées par des mécanismes américains. Et le cas le plus intéressant, c'est l'Irak, puisque là, on va avoir un homme d'État, Chirac, qui va dire non, il ne faut pas y aller parce que le reste, les conséquences de l'intervention militaire vont être dramatiques. C'est vrai. Il a eu en tout cas ce moment de lucidité qu'il faut lui reconnaître. Il a eu la dimension d'un homme d'État. C'est clair. Et alors, Nicolas Mirkovic, aujourd'hui, c'est un peu ça. Enfin, vous faites la même analyse un peu que Pierre Conessard, c'est-à-dire, ça se passe malheureusement sur le terrain. Hein. Il y a des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts, voire des centaines de milliers, et on ne sait pas quand ça va finir. Et en même temps, il y a les plateaux de télévision un peu partout. Et on voit, par exemple, justement, comment ça intervient en Amérique. C'est presque, je ne sais pas que c'est une guerre civile, mais on voit très bien aujourd'hui comment ça s'est tendu avec Trump, qu'on essaie d'emprisonner, etc., les Biden, tout sort, les scandales et compagnie, sur fond, justement, de Pentagone, sur fond d'élections, etc. Et est-ce qu'au fond,
Nous, l'Europe, en tout cas je ne parle pas de l'Europe de l'Est, on est un peu spectateur, on n'est pas spectateur, on est spectateur engagé, puisque de toute façon on fournit des armes, etc. Oui, alors on nous crée des crises. Donc là, il y a des véritables crises, mais comme le disait Pierre tout à l'heure, il y a des crises dans le monde entier. On ferme les yeux, on a fermé les yeux sur ce qui se passait au Yémen, on ferme les yeux sur ce qui se passe au Congo, on ferme les yeux sur ce qui se passe encore en Syrie, au Soudan. Et là, tout d'un coup, les médias ont un rôle majeur. On ne parlerait pas si les médias demain se mettaient à parler du Yémen, matin, midi et soir, en montrant le nombre de morts. Alors maintenant, ça s'est calmé, mais il y a un an, ils avaient fait ça. Tout le monde serait préoccupé, tout le monde aurait des petits drapeaux yéménites, on accueillerait des petits yéménites chez nous. Donc du coup, il y a un rôle important dans le complexe, là, pour le coup, militaro-industriel. Il y a le rôle des médias, là, et qui est extrêmement important. Ils nous conditionnent, on a toujours c'est le même scénario, on sort cette crise de nulle part, on dit que c'est grave, il y a une vision manichéenne, noir d'un côté, blanc de l'autre. À un moment, évidemment, Bernard-Henri Lévy débarque, il dit voilà, ça c'est les blancs, c'est ceux-là, les noirs, c'est les autres. Il a l'oreille des présidents, tous les présidents, ils discutent et on nous pousse vers ces guerres. Et on est spectateurs. Et donc, du coup, on a envie de faire quelque chose, mais comme on disait tout à l'heure, je pense, il y a ce côté un petit peu doux, gentil. Si vraiment on veut faire quelque chose, il faut s'engager, quoi. Il faut aller faire quelque chose. Si c'est vraiment une cause à défendre, on va se battre. Moi, je suis pour la paix, je fais l'humanitaire. Celui qui veut la guerre, il a qu'à aller se battre. Donc, du coup, mais on ne fait pas ça. On regarde sa distance, on met des drapeaux et on est faible et on est spectateur. Or, le problème, c'est que cette guerre en Ukraine, par exemple, comme la guerre en Yougoslavie, qui ont été les deux ont pour origine vraiment des stratèges de la Maison-Blanche, c'est sur le territoire européen. Donc, à force d'être spectateur, à force d'être mou, d'être un peu gentil, quand c'est sur notre sol, si ça dérape, dans une situation de crise qui est quand même assez importante, le moteur économique mondial, le centre du monde, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont dans un très sale état, ils sont divisés entre eux, ils ne savent même plus organiser des élections présidentielles. Très fortement. Il y a une politique de dédollarisation qui est massive. À force d'être spectateur, un jour, on ne va pas se rendre compte que cette guerre, elle va arriver chez nous, et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire à ces petites âmes sensibles, peut-être qu'il faudrait que tu leur dises gentiment de ne pas venir, que la guerre, c'est pas bien, etc. Mais à force d'avoir dit il faut faire la guerre, on a encouragé les guerres en Irak, on a encouragé les guerres en ex-Yougoslavie, on encourage la guerre en Ukraine aujourd'hui. Mais quand elle va arriver chez nous, qui va se battre ? Personne ne va se battre. On ne peut pas tenir un discours de guerrier si on n'est pas un guerrier. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est extrêmement important. C'est assez extraordinaire. Vous soulignez tous et toutes le paradoxe, en fait. Parce que le paradoxe, c'est qu'on crée les guerres, on les fait, on les anime, on les renforce, etc. Mais chez nous, on dit attention, pas touche, nous on est des pacifiques et tout ça. Oui. Le contraste extraordinaire entre parlez-moi d'amour d'un côté et envoyez vos armes et vos dollars de l'autre. Exactement. C'est ça un peu, non, Philippe Erlin ? On fait une guerre par procuration, beaucoup. Hein. Enfin, ce qui se passe en Ukraine, on envoie des armes, mais on ne veut pas voir le sang, quoi. On ne sait pas combien il y a de morts du côté ukrainien, alors que, suivant les différentes estimations qui circulent, il y en a énormément, beaucoup plus que chez les Russes. Surtout en ce moment, parce qu'ils se font une offensive, donc c'est voilà... Il y a plein d'images, mais il n'y a pas d'image de sang, quoi. Oui, mais alors pourquoi, justement, pour revenir juste un moment à l'économie, pourquoi, effectivement, c'est ça qu'on ne comprend pas. Enfin, on ne comprend pas. C'est qu'on vous donne un discours qui est, voilà, regardez, ce matin encore, le discours éolienne, il n'y a que ça qui va... 90%, ce sera éolienne et panneaux solaires, et ça va sauver, et il faut le savoir, et il faut le dire, et le redire, etc. Et on avait récemment l'Allemagne, elle fermait donc complètement ses centrales nucléaires, et qu'on sait très très bien aujourd'hui, vous l'avez dit un peu plus tôt, Philippe, mais que justement les énergies fossiles, elles sont encore là et elles vont encore beaucoup servir. Et alors, est-ce que c'est un conflit d'intérêts ? En fait, chacun défend son bout de gras. Est-ce que c'est uniquement, je dirais, du conflit d'intérêts et un peu de la corruption, plus ou moins déguisée ? Ou c'est quand même une espèce de vue sincère chez certains en disant non, mais attention, c'est temporaire, il faut arriver à ça. Cette espèce de volonté, en fait, et aussi Fanny Nussbaum, je reviens à moi, votre avis, cette volonté de normaliser tout. C'est-à-dire, au fond, on a l'impression, et c'est pas un complot du tout, mais il y a beaucoup de gens, je parle de gens, de princes qui nous gouvernent, ou qui aspirent à nous gouverner, c'est qu'ils disent, au fond, on veut normaliser tout ça. On est le camp du bien, vous avez dit. Nous, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc, il faut rationaliser tout ça. Que ce soit sur le plan de l'intelligence artificielle, que ce soit sur le plan de l'euro numérique, que ce soit le plan du crédit social, que ce soit le plan des sanctions. Il faut, allez, on va faire un gigantesque non-safe space, mais avec tableau, avec les bons points et les mauvais points. C'est quelque part ça qu'on ouais, sent. Alors, ça, c'est une vision très globale, mais pour parler de l'énergie, oui.
moi, je vais au-delà des histoires de corruption ou d'argent ou choses comme ça. Pour moi, il y a une telle focalisation, une telle hystérie autour du soi-disant réchauffement climatique. Personnellement, enfin, je me suis un peu penché sur le problème. C'est bidon, c'est faux. Il n'y a pas de réchauffement climatique anthropique. Mais on ne va pas faire un sujet là-dessus, mais il y a d'autres penseurs comme François Gervais, que d'ailleurs vous avez reçu, qui ont montré ça. Bon. Oui, et vous n'êtes pas le seul à le dire. Voilà. Mais le fait qu'il y ait une telle focalisation, pour moi, c'est quasiment un discours religieux de substitution. C'est-à-dire, si on ne croit pas au réchauffement climatique anthropique aujourd'hui, on est considéré comme un fou d'extrême droite, machin. Voilà, il n'y a même pas de discussion possible. Et ça devient l'objectif absolu de l'Europe. Et son objectif, c'est net zéro en 2050, c'est-à-dire, le terme net zéro, enfin, on a envie de devenir des zéros. On a envie de disparaître. C'est ça, quoi. Net zéro en 2050, c'est ça. On a envie oui, zéro CO2, zéro... Alors, c'est zéro émission de CO2 au niveau européen. C'est un objectif totalement inatteignable. Enfin, si, à moins de fermer toutes les usines qui restent et de rouler dans les voitures électriques ou des carrioles à chevaux. On peut y arriver, mais c'est le retour au Moyen-Âge et un effondrement du pouvoir d'achat, quoi. Mais ça devient un discours religieux de substitution, quoi. Comme on croit plus en Dieu, mais on a toujours une prétention morale. Voilà. Oui, donc l'Europe n'est fait que 10% des émissions de CO2 dans le monde, mais à nous tout seuls, dans notre camp, on va sauver le monde, quoi, en diminuant les émissions de CO2. Et on laisse faire la Chine, alors la qu'en Russie, fait, l'Inde. quittent le sol européen, elles vont en Chine, aux États-Unis, elles émettent autant de CO2 qu'avant, mais il n'est pas chez nous, quoi. Voilà. Donc ça ne change rien au niveau de la planète. Hein. Voilà. Donc c'est la nouvelle religion pour vous. C'est une forme de religion, de substitution, mais qui montre aussi un effondrement, parce que si on en est là, il y a de quoi pleurer, quoi. Si c'est ça notre nouvelle religion... Oui, c'est quand même assez effrayant, quoi. Je veux dire, même le marxisme avait quelque chose de plus... Enfin, c'est une nouvelle forme de marxisme, on pourrait dire, quoi. Mais le marxisme avait une vision aussi planétaire. Il y avait un paradis sur Terre, là, le paradis, c'est le... Mais c'était quelque chose de plus complet, quoi. C'était un système... les émissions de CO2, enfin, c'est bon, quoi. On parle de transport, habitation, enfin, c'est assez chichiteux, quoi, comme truc. C'est un truc de... c'est un truc de loser, un truc de malthusien. Il faut le dire, tout le monde, si vous ne faites pas les normes, aux normes, vos habitations, votre maison, etc., voilà. Vous ne pourrez pas louer et d'un peu, vous ne pourrez pas vendre. Oui, voilà, on va vers ça. C'est une nouvelle forme de communiste, parce que ça touche, ça. Parce qu'il y a un physicien qui expliquait, le carbone, c'est la première brique de la vie, quoi. Donc vous contrôlez le carbone, vous contrôlez la vie. Voilà, évidemment. Et toutes les législations qui découlent de cette lutte contre le soi-disant réchauffement, ça contrôle alors nos logements avec les DPE, l'audit énergétique, etc. Ça contrôle le déplacement avec la voiture électrique obligatoire à partir de 2035. Ça contrôle l'agriculture. Et on nous parle de plus en plus de protéines végétales qu'il faut développer, des protéines animales qui ne sont pas les insectes, Jérémy, les insectes, tout ça. C'est décarboner l'industrie, c'est-à-dire en gros dégager les usines, hein, parce que voilà. Ouais. Et c'est quelque chose qui mène à une sorte d'effondrement, quoi. C'est une religion nihiliste en plus, quoi. C'est une religion, c'est presque une forme de bouddhisme, de trucs. On mange des légumes, on mange des légumes et on reste à rien faire de la journée, quoi. C'est sûr que là, il n'y aura plus d'émissions de CO2, quoi. Mais bon. Alors justement, Fanny, cet effondrement, il est intériorisé quelque part. Est-ce qu'il y a une forme, je dirais, personnelle, en tout cas vécue comme telle, je ne dis pas qu'elle est réelle ou pas. Mais... En fait, je crois qu'il y a vraiment une religion, j'appelle ça aussi, en reprenant les termes d'Harari, la religion humaniste. De Noval Harari, c'est ça? C'est ça, le Sapiens, ouais. Homo Deus. Et je crois vraiment qu'il y a une religion humaniste aujourd'hui qui accourt et qui se met en application. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une religion? Au bout du compte, ça n'a rien à voir avec une croyance dans un dieu ou un autre. Ça peut être ça, mais une religion, c'est l'application, la mise en application dans la collectivité d'une philosophie. Et la philosophie, moi, je la décrirais comme chacun a sa propre philosophie. On voit la philosophie des gens quand on voit la manière dont ils éduquent leurs enfants. Et ils disent ça c'est bien, ça c'est mal. En fait, la philosophie, c'est comment on distribue dans son esprit les idées de bien et de mal, les curseurs bien et mal. Et donc, aujourd'hui, la religion qui a le plus cours dans notre univers à nous, c'est la religion humaniste. Et cette religion, elle nous dit que nous ne devons pas être mieux que les autres, vouloir mieux que les autres, parce que nous faisons partie d'une grande matrice, d'un grand système. Alors, on pourrait dire, je ne crois pas qu'on pourrait dire matriarcal, parce que c'est vrai que quand même, les hommes, on ne peut pas le nier, que les hommes
ont tenu et Bah, tiennent dirige encore le encore, pouvoir, enfin, mais c'est plutôt un système matriciel, c'est-à-dire que c'est la grande-mère, et on n'a pas exactement, comme vous le disiez Philippe, on ne doit pas aujourd'hui vouloir plus que être là et respirer. La vie humaine devient sacrée. Vous vous souvenez de notre président qui disait pendant le Covid, chaque vie compte. Chaque vie compte, ça veut dire peu importe ce que tu feras de toi-même, peu importe ce que tu apporteras à l'humanité, si tu te porteras haut dans ta vie, dans le monde, si vraiment tu essaieras d'apporter quelque chose de plus beau, plus grand, plus fort à l'humanité. Vous voulez dire pas d'ambition, survivez. C'est mieux. D'ailleurs, celui qui a les dents qui rayent le parquet, comme on dit, c'est une horreur. La volonté de puissance de Nietzsche, c'est terrible. Enfin, c'est pas possible. Voilà, on va vous taxer de fasciste. Et quand on dit que tous nous avons une volonté de puissance, vous entendrez la plupart des gens qui, au départ, vous diront mais non, mais pas du tout. Alors moi, je cherche pas du tout à gagner en puissance. Je m'en fiche complètement du pouvoir, de la puissance, de me sentir important. Moi, et alors, si par exemple un jour tu as une fille, si ta fille revenait de l'école avec la meilleure note en maths, qu'est-ce que tu ferais? Tu serais contente? Ah ouais, je serais super contente. J'appellerais mon mari, je dirais dis non, ta fille, elle a eu la meilleure note en maths et tout. Ah d'accord, donc c'est la meilleure note. C'est-à-dire, tu es fière de quoi? Tu es fière que ta fille ait été la meilleure en maths, d'accord? Oui, d'accord, voilà. Donc, on est dans cette sorte aussi toujours d'hypocrisie, à ne pas vouloir montrer qu'on veut être le meilleur, qu'on a tous besoin d'être les meilleurs et qu'on a tous besoin d'être vus dans sa différence. Romain Gary disait oui, « Je suis différent comme tout le monde ». Oui, c'est extraordinaire parce que la différence devient un péché capital. Mais oui. Et alors, il ne faut pas se distinguer parce qu'il faut faire partie du magma. Alors, il y a c'était pas un philosophe, c'était un politologue qui s'appelait Polybe du temps de la Grèce antique, de la Rome antique, mais il était grec. Vous citiez Polybe. Voilà. Ah, Polybe, alors le voilà. Vous citez les politologues. Et alors, qu'est-ce qu'il disait Polybe ou pas Polybe? Est-ce que vous êtes pour quand on parle de Polybe? Alors, allons-y. Alors, Polybe nous disait qu'il y avait 6 cycles un cycle avec 6 phases dans la vie d'une société. Donc d'abord, il y avait un monarque qui gouvernait. Monarque, ça veut dire simplement qu'il gouvernait seul et ça se passait plutôt bien au départ. Il aime son peuple l'aime et ça se passe correctement. Et puis, on pourrait dire, alors je romance un petit peu Polybe, mais quelques générations passent, il y a un monarque, et son fils, et puis son petit-fils, etc. Et puis au bout d'un moment, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, il oublie un petit peu pourquoi il est là et qu'il est là pour le peuple, etc. Et il commence à se transformer en tyran. Donc on passe de la monarchie à la tyrannie. Donc là, on était dans une phase ascendante pour le peuple, et puis on va dans une phase descendante avec la tyrannie. Et puis ensuite, donc, par rapport aux tyrans, il y a des sages qui essayent de reprendre le pouvoir, qui se regroupent. Et là, c'est l'aristocratie. Donc avec l'aristocratie, on a des sages, des bons, voilà, des gens qui sont méritants, qui se regroupent et qui créent l'aristocratie. Et puis ensuite, une génération, une autre, et ça devient l'oligarchie. Et l'oligarchie, paf, on redescend, et puis ce sont simplement on va dire des fils d'eux qui reprennent le pouvoir et qui ont oublié pourquoi leurs ancêtres étaient là au départ. Ça, oui. Et après l'oligarchie, il y a là le peuple qui arrive et qui prend le pouvoir. Et quand le peuple prend le pouvoir, ça devient la démocratie. Hop, à nouveau, on est bien. Et puis, je crois qu'on est dans cette phase-là actuellement. Après la démocratie, on oublie, le peuple oublie, commence à utiliser son pouvoir de mauvaise façon. Et non, pas encore. On arrive alors qu'est-ce que c'est? Parce que là, on y est, là, le peuple qui a oublié un peu les choses. Je crois qu'on y est. Et on arrive à l'oclocratie. Ça n'est plus le pouvoir du peuple, mais c'est le pouvoir de la foule, de la horde. Et là, c'est le magma. On arrive dans cette matrice où on ne sait pas où est la tête. Il n'y a pas de tête réellement, mais simplement, il y a cette masse informe comme ça qui ne fait qu'un et qui dit que si tu veux sortir d'elle, tu n'es pas quelqu'un de bien. Si tu veux te différencier, si tu veux être meilleur que les autres, tu n'es pas quelqu'un de bien. Et donc à chaque fois, la horde essaye de rappeler à elle celui qui essaye de partir en tête parce que ça ne se fait pas. Mais pourtant, il y a des hiérarchies. Aujourd'hui, on voit très très bien qui gouverne, qui est gouverné. On voit très bien qui soumet et qui est soumis.
Je ne sais pas si on voit très bien. Moi, j'ai l'impression que souvent, on dit ils nous gouvernent ou ils ont voulu faire de nous ceci ou cela. J'ai l'impression que ce n'est pas si évident. J'ai l'impression que la horde gouverne aujourd'hui. J'ai vraiment ce sentiment que même les politiques sont soumis à la horde. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire en fonction de si ça va plaire à la horde ou pas. Et donc, le pouvoir est à la horde. C'est-à-dire qu'ils sont tellement prisonniers de leur image. Vous avez l'impression qu'on est dans cette structure horde? Non, plutôt une structure oligarchique. Oui, moi c'est l'impression que voilà, j'ai c'est-à-dire aussi. des gens qui appliquent un agenda qui justement ne correspond pas vraiment à ce que veulent les gens, quoi. Il y a les sondages, il y a 70% des gens qui veulent arrêter l'immigration. Il y a à peu près le même pourcentage qui veulent qu'on remonte le niveau à l'école, qui est catastrophique. Bon. Et puis, ça n'arrive pas, quoi. Donc c'est des gens qui défendent pas trop les intérêts de la population et qui pensent, qui appliquent un agenda. Voilà, mais quand on commence à parler de ça, on passe pour complotiste. Donc, mais je comprends qu'il faut. Mais voilà, mais vous avez tous parlé, regardez. Mais il faut, voilà. Il faut, on connaît bien les médias, on voit ce qui se passe dans les médias. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'en France, en Amérique et ailleurs, les 3/4 des médias pensent la même chose? Quand je dis les 3/4, même les 4/5e, quand même. Je veux dire, il y a quand même une pensée, un langage dominant, mais qui est très prégnant. Moi, je ferai quand même une différence. Bon, d'abord, je suis très frappé par ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on génère de l'angoisse. Parce que la fin du monde, le réchauffement climatique, etc. Et quand on crée de la situation d'angoisse, c'est des moments où des sociétés se trouvent face à des difficultés. L'Europe est plus sensible que les États-Unis à ce phénomène de l'angoisse. Moi, je vous rappelle que dans les années 90, au moment où justement l'URSS disparaît, les Américains nous produisent 2 bouquins qui ont fait la planète. Vous avez le choc des civilisations et puis la fin de l'histoire. Absolument. Le choc des civilisations traduit en 35 langues. Ça veut dire qu'il a formaté tout le débat stratégique. Et alors, ce qui est très intéressant dans le choc des civilisations, c'est qu'il explique qu'évidemment, il y a des civilisations qui sont apaisées, pacifistes, etc., les nôtres, et il y a des civilisations menaçantes qui sont, comme par hasard, le monde arabo-musulman et le monde chinois. Bon. On a fait plus d'interventions militaires que qui que ce soit. La Chine n'a fait que 3 guerres depuis 1949, mais ça ne fait rien. La production, c'est quand même, faites attention, confiez-vous à nous. Deuxième caractéristique, pour aller un peu dans le sens de l'analyse, mais je n'ai pas lu Polybe, je suis désolé. Moi, j'ai appartenu aux élites. C'est-à-dire, si vous voulez, j'entends les élites dirigeantes. C'est-à-dire, quand vous regardez la trajectoire de ce qui compose aujourd'hui nos élites, si vous faites la trajectoire courte, vous faites classe prépa, normale sup, ENA, Sciences Po, ENA, grand corps, cabinet, vous avez des gens qui, au bout de 10 ans, n'ont fait que des études. 15 ans. Et ils ne connaissent ni leur société, ni le monde environnant. Le paradoxe, c'était effectivement... Et on a des Bush. exemples frappants. Oui. C'était le fils Bush qui, lui, n'avait été au Mexique qu'une fois quand il était étudiant, mais il n'était jamais sorti. Or, ce sont ces gens-là qui vont projeter sur le monde, si vous voulez, leur propre vision. Alors, effectivement, quand tout à coup vous vous rendez compte d'une crise complexe, la solution, c'est évidemment toujours d'envoyer du militaire, parce que c'est obéissant. Donc on se dit au moins comme ça, on a fait quelque chose. Mais encore une fois, la solution, on arrive dans ce paradoxe aujourd'hui où après avoir, d'une part, mis sous embargo tous les pays pétroliers, n'oubliez pas qu'il y a l'Iran, il y a la Russie, il y a le Venezuela, etc. Donc on se dit, tiens, c'est bizarre, on a besoin de pétrole et on est entre les mains de l'Arabie Saoudite. C'est quand même pas le scénario. Les Saoudiens nous disent, mais nous, on ne peut pas augmenter la production de pétrole. Donc vous voyez, on crée l'angoisse. La deuxième caractéristique, c'est que, effectivement, rappelez-vous, il y a une vingtaine d'années, le nucléaire, c'était le mal absolu. Puisqu'on disait, regardez, ça génère des déchets dont on va avoir 20 000 ans avant de pouvoir s'en débarrasser. Fukushima, Tchernobyl, il y avait etc., Fukushima, Tchernobyl. Or, aujourd'hui, on est dans une situation exactement inverse, c'est-à-dire il faut construire l'argumentaire à l'envers. Dire, non, attention, nous n'avons pas d'autre issue que le nucléaire. Alors, je ne sais pas, moi, je suis un peu désorienté, je vous avoue. Et vous n'êtes pas le seul, cher Pierre. Nicolas? Moi, je pense qu'on est plutôt en modèle oligarchique, même si je vois un peu cette espèce de phénomène de servitude N'importe volontaire quoi. de la foule qui a dicté ses normes, et peut-être même la foule individuellement, les gens vont dire « je ne suis pas d'accord », etc. Mais il y a ce qu'on a le droit de dire et pas de dire, et ça s'est partagé tout le monde, partout. Et les médias, de nouveau, ont ce rôle important, mais qui est incroyable. Comment est-ce que ça se fait, en effet, que de partout en Occident, il y ait de moins en moins de place pour le débat des sujets aussi graves que les crises, que la Covid, que l'énergie, que le futur, que l'éducation à l'école. On ne peut pas avoir des débats. Aujourd'hui, des professeurs sont démis de leur fonction parce qu'ils tweetent, parce qu'ils s'expriment sur Internet. Ah mais parce que c'est l'enfant roi qui doit être au centre. Ça, nous avons reçu ici même Eve Garland qui aurait expliqué. Elle est prof de français. Attention, vous êtes metteur en scène.
C'est-à-dire vous ne devez pas enseigner. C'est-à-dire, je croyais qu'on est là pour transmettre. Non, 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 non. Vous êtes là pour animer la créativité du gosse. Oui, mais il faudrait qu'il apprenne quelque chose. Non, 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 c'est pas le problème. Alors, juste un mot avant qu'on ne passe vers le suicide collectif. Oui, moi, je voudrais donner une leçon je d'espoir. sens que ça vient. Je bois avant, alors, du coup. Ouais, Je absolument. voudrais vous donner une leçon d'espoir. Moi, il y a une vingtaine d'années, j'ai écrit un guide du paradis, c'est-à-dire une publicité comparée des au-delà. Parce que finalement, si on y réfléchit bien, c'est quand même là qu'on risque de passer le maximum de temps. Donc, plutôt que de bêtement hériter de la religion de ses parents, j'ai dit renseignez-vous avant de partir et adoptez le paradis qui correspond le mieux à vos envies, à vos goûts. Bon. Et effectivement, choisissez votre paradis. Et oui, donc changez de religion avant, parce que quand même, si vous vous trouvez... regardez par exemple comment au Moyen-Âge on représentait la résurrection des morts. Les types, c'était des endives. Ils sortaient tous avec une chasuble blanche, ils allaient au paradis. Enfin, grosso modo, ils allaient s'emmerder là-bas. Si vous regardez le paradis musulman, c'est évident que pour un homme, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, le paradis bouddhiste, c'est une espèce d'état d'apesanteur. Donc, vous voyez, se renseigner avant de partir me paraît quelque chose de très important. Donc, c'est une leçon d'optimisme. Et puis, encore une fois, les places existent. Alors, évidemment, bon, il y a des gens vous ne croyez pas, Pierre, si vous êtes athée, vous ne croyez pas au paradis. Non, mais justement, puisque vous êtes athée, vous pouvez choisir n'importe laquelle des religions. Choisissez celle qui vous offre le plus de prestations. Si vous avez un espèce d'être en état de lévitation, choisissez le bouddhisme. Enfin, grosso modo, il faut reconnaître que le paradis musulman est beaucoup plus convaincant. Alors, vous savez qu'on pour les hommes, pour les femmes, il n'y a pas de différenciation. Oui, je ne crois pas que Fanny Dusbaum serait partante là. Hein. Non, non, pas vraiment. Je serais plutôt Alors, moi, on va choisir un paradis qui est beaucoup plus accessible et qui est un vrai paradis, c'est celui de la musique. Et on va demander à Jean-Luc de nous interpréter. Voilà, on est là. On va se prendre un verre. Petite pause, belle pause musicale. Jean-Luc. Et vous vous rappelez tous, c'est où ça? Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Casablanca. Play it again, Sam. Je chante pas, hein, je chante pas. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est la fin du monde. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est la surdose. Une dose, 2 doses, 3 doses. Et je rappelle, attention, danger, Covid. Attention, danger, Ukraine. Enfermez-vous, rapetissez-vous, givaroisez-vous, réduction des têtes. Ah, c'est grave. C'est grave? Non, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que la lucidité est la blessure la plus proche du soleil, disait René Char. Et voilà pourquoi tant qu'un pianiste sera là, et qu'on sera dans un bar, et qu'on écoutera Play It Again, Sam, et que Sam va reprendre As Time Goes By. Tant qu'on sera là en train d'échanger, de faire ce que Montaigne appelait le frotta des idées, tant qu'on fera du remue-ménage, tant qu'on boira, tant qu'on fumera, tant qu'on chantera, tant qu'on sera là.
ben la vie va toujours l'emporter. Et on est là, justement, et de plus en plus dansons, non pas sur le volcan, mais à côté du volcan, en attendant qu'il s'éteigne et qu'on revive. Merci Jean-Luc. Yeah. Et en fait, c'est vrai que c'est ça qui est formidable, c'est que quand on creuse vraiment, quand on essaie de creuser, comme vous le faites, comme vous l'avez fait, on voit que vraiment, moi je suis très frappeur, enfin pour vous aussi, on parlait de ce qui se passe, des basculements du monde, et c'est vrai, quand Pierre Conessa parlait de Fukuyama, c'était la fin de l'histoire, hein. C'est magnifique d'ailleurs qu'on a cru à la fin de l'histoire. Comment l'histoire aura une fin? Oui, le jour où la planète saute entièrement, d'accord, on dira ça en attendant. Choc des civilisations, c'était intéressant. Et puis, moi je crois que l'un des textes que vous connaissez tous, bien sûr, connaissez bien, c'est l'extraordinaire discours de Solzhenitsyn à Harvard en 1978. En disant, c'est vrai, vous l'Occident, vous avez un tout petit peu perdu ces vertus de courage dont vous parliez. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, en tout cas le courage est là. Et que c'est vrai qu'on a envie. Et je me demande si ce qu'on fait là, c'est pas quelque part, sans se prendre au sérieux, etc., une espèce de pédagogie et de lucidité. C'est-à-dire qu'au fond, vous savez, quand je vous entends et quand on l'entend, c'est que ce qui ne doit jamais se perdre, c'est le savoir. Comment voulez-vous bâtir quelque chose s'il n'y a pas le savoir derrière? Et que c'est cette ignorance crasse qui est le plus préoccupant. Et que la culture de l'ignorance et l'ignorance de la culture paraît quand même très grave. Mais en attendant, alors, la question que je vous posais, votre espoir à vous, Fanny, c'est quoi? Enfin, je veux dire, dans quel domaine, qu'est-ce que vous souhaiteriez, je ne dis pas votre souhait, qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, en priorité? J'allais dire, je suis une femme, donc l'éducation, mais je vais un peu polariser encore. Non, au contraire, c'est pas très féministe de dire je suis une femme, donc je me cantonne à l'éducation. Mais mon espoir, c'est ça. Mon espoir d'abord, et c'est pour eux que j'ai écrit, tous mes livres. D'abord, c'est pour mes enfants. Mais mon espoir, c'est que vraiment. Alors, pardon, je vais le dire autrement. J'ai été vraiment hyper agréablement surprise des premiers retours sur mon livre. Je pensais vraiment me prendre un déferlement de haine et d'insultes en parlant de la dictature des humanistes, etc. Et ça m'a vraiment donné un grand espoir que de voir que des gens vraiment de tous bords soient hyper enthousiastes par rapport à ce que je disais et par rapport à cette idée ça s'appelle l'art de l'excellence, donc je dis se porter haut, essayer d'être... j'ai inventé une religion que j'appelle l'embellisme. L'embellisme. L'embellisme, oui, mon cher. Ah, donc vous inventez des religions, maintenant. Moi, vous avez critiqué la religion, quand même. Est-ce que je vais inventer un... J'adhère. Ok, l'embellisme. J'ai déjà quelques apôtres. Ah voilà, ça. L'embellisme, c'est pas mal. Alors, Voilà. l'embellisme, c'est quoi en une phrase? L'embellisme, c'est vouloir faire de sa vie une œuvre d'art. C'est vouloir faire quelque chose de grand, de beau, de superbe avec soi-même et l'apporter au monde. Et c'est ce que j'enseigne à mes enfants, comme un genre de testament philosophique donc, pour ce livre. Et voilà, mon espoir, c'est une sorte de ralliement à cette idée-là, une sorte de sursaut, qui est ce sursaut, et on commence à enseigner aux enfants, non pas à raser les murs, mais qu'on leur enseigne à être plus grand, à être plus beau, à chercher à être les meilleurs, sans forcément que ce soit quelque chose de puant, quoi. Mais chercher à être Qu'est-ce chouette. qu'elle dit, Jean-Luc? Embellissez-moi. Embellissez-moi. Soyez inventif et créatif. Embellissez-moi. Philippe. Pas trop Moi, j'irais vite. plus que le savoir, je dirais la volonté de savoir. C'est-à-dire, il faut avoir une sorte de feu sacré intérieur pour vouloir savoir, et ça implique la curiosité, ça c'est une qualité qui est pour moi absolument éminente, l'esprit critique, parce qu'il faut confronter les savoirs, confronter entre eux et confronter les savoirs à la réalité, donc avoir un esprit critique, et donc se départir d'une doxa qui existe toujours, quelles que soient les sociétés, mais qui sont quand même un peu plus prégnantes en ce moment, là, avec... bon, voilà.
Donc voilà, je dirais ça, quoi. C'est la volonté de savoir. La volonté de savoir. Nicolas? Moi, je crois au miracle. Donc du coup, quand je regarde l'histoire de France, voilà. c'est une C'est histoire... votre côté Bernadette Soubirous. voilà, c'est ça. Ouais, c'est une c'est ça. histoire de miracle. L'invasion des Anglais, la Révolution française, des crises, on en a connu plein. On va s'en sortir. Moi, ce qui me rassure aujourd'hui, ma lueur d'espoir, c'est de voir que ceux qui sont à la tête de la France aujourd'hui, enfin pas tous, mais une bonne partie, qui ont vécu dans l'atlantisme, qui ont vécu dans cette reconstruction de la société, dans le wokisme et tout ça, arrivent à la fin, ils s'essoufflent. Pareto avait décrit il y a quelque temps la circulation des élites, et je pense qu'il n'y a plus rien à proposer à la France. Or, le monde change. On l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, l'Inde, l'Afrique du Sud, tout le monde veut sa part du gâteau aujourd'hui. Il va falloir qu'on revoie notre approche au monde. Et je pense et je suis très heureux de voir de plus en plus de personnes. Vraiment, moi, pendant les années 90, pendant la guerre en Yougoslavie, j'étais seul. Je me sentais seul, en tout cas. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les réseaux. On me disait, mais attendez, la vérité est ailleurs, c'est pas tout à fait ça. Pouf, je parlais dans le désert. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes, de bords différents, de pensées, de religions différentes, et qui convergent pour dire, attendez, ce système, il ne peut plus continuer. On a détruit les socles sur lesquels notre société était fondée. Alors, ça ne veut pas forcément dire revenir en arrière, mais on a des bonnes fondations, on a une belle histoire, on a des belles valeurs, il faut les partager, et je vois de plus en plus de personnes d'un bon niveau qui disent, attendez, on veut construire, on va reconstruire quelque chose, on se retrouve aujourd'hui autour de cette table-là, c'est génial, il va falloir peut-être organiser, je ne sais pas, s'il y a un mouvement à faire ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment très encourageant de voir qu'il y a un réveil. On a vu avec les Gilets jaunes, on a vu avec dans d'autres pays, les gens se réveillent, ils veulent mettre fin à la société consumériste dans laquelle on est, de guerre, d'hypocrisie et tout, et ça c'est positif. Donc du coup il faut y croire et il faut bâtir là-dessus, quoi. Donc moi je suis optimiste. Pierre connaît ça. Votre souhait. Moi, si vous voulez, mon espoir, c'est qu'on comprenne que les autres ne pensent pas comme nous. C'est-à-dire que on a suffisamment, pendant la décennie 90 et même début 2000, vouloir absolument considérer que notre modèle étant le meilleur, ça nous légitimait dans l'emploi de la force. Bon. Il y a un diplomate qui court de montagne qui a écrit effectivement un livre qui s'appelle « Les autres ne pensent pas comme nous ». C'est-à-dire que lui, à la suite d'une longue expérience de diplomate, il se découvre qu'effectivement, les autres systèmes de valeurs méritent le respect, pas la violence. Et ça, c'est mon espoir. Mais évidemment, ça suppose qu'on forme différemment nos élites, quoi. Moi, j'ai toujours proposé qu'on ait une année sabbatique, si vous voulez, après l'ENA, en disant, maintenant, vous avez un an devant vous. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites de l'humanitaire, vous faites la route, vous faites ce que vous voulez. Vous allez dans le monde, ouais. Allez dans le monde. Bon, non, c'est pas possible. Si vous voulez faire une carrière brillante, vous pouvez pas perdre un an à faire ça. Voilà, donc c'était un espoir fou, quoi. Et ben voilà, c'est-à-dire ce qui est très important, c'est vrai, c'est l'espoir au-delà du désespoir. C'était une phrase de Sartre magnifique. Alors écoutez, voilà, vous aussi qui nous écoutez, vous avez l'espoir, vous êtes avec nous, on se retrouve au dernier verre. Et sachez aussi que les abonnés, les amis d'Omerta, le second numéro du magazine Omerta, vous avez vu le premier effectivement, qui a très très bien marché, le second qui est consacré à la migration, eh ben, sera disponible en kiosque mardi, oui, dès mardi 20 juin. Et voilà, c'est un magazine trimestriel qui, à chaque fois, va aborder un thème. Et je t'aime, moi non plus, comme disait l'autre. C'est un petit princesse Gainsbourg. Et encore une fois, merci. Merci d'avoir été là, merci d'avoir échangé. Et je pense qu'on a parcouru. Et ce qui est beau, c'est, comme disait quelqu'un, le plus important, c'est le chemin. Ne pas l'oublier. Merci à vous. Merci. Et merci à nous. Merci. Merci. Merci André. Tu vois, on a eu le temps de... C'est déjà fini, moi j'aurais bien fait 2 heures. C'est déjà fini, j'aurais bien fait 2 heures de plus. Oui, c'est vrai. Mais tu sais que c'est... Ta tête cognée sur les rochers, ding, ding, poussée par les vagues de la jetée, ding, ding. Ton corps suivait tout relâché, ding, ding, tout nu comme un nouveau-né, ding, ding. Tu voulais regagner la terre, ding, ding, comme autrefois les mammifères, ding, ding.
برنزين ما يتنخن. Mais ces derniers étaient vivants. Ding ding, pour toi il n'en est plus question. Ding ding. Yeah, I was pregnant with Miriam because of rape.